Bien, merci beaucoup et merci beaucoup pour l'invitation à participer à ce cycle de conférences. Donc, comme mon titre l'indique, je vais vous parler de droit, justice et vérité chez Platon. Donc, c'est un titre général et mon propos restera assez général. Bon, après, on pourra, lors de la discussion, si besoin, aller dans le détail. Par ailleurs, donc, dans l'exemplier que j'avais envoyé à Éric Martin, il est long. Je voulais mettre un petit peu de contexte aux extraits, mais je ne lirai pas tout. Donc voilà, c'est plutôt si vous avez envie d'y revenir plus tard, ou pareil, dans la discussion, si vous voulez qu'on aborde différents points. Donc j'ai présenté une version abrégée dans le PowerPoint, mais des extraits qui sont distribués ici. J'ai fait une petite modification d'ordre sur la fin, mais voilà. Dans l'ensemble, j'ai suivi le plan que j'avais annoncé. Donc, pour commencer, quelques mots sur le titre de mon intervention, qui distingue deux notions, celle de droit et celle de justice, qu'en fait, le grec ancien, c'est-à-dire la langue de Platon, aurait plutôt tendance à confondre. En effet, le terme grec de dikaion, que vous verrez dans les exempliers à certains moments, recouvre à la fois la règle légale, donc autrement dit le droit, et la conformité à la valeur de justice, autrement dit le juste. On va voir que Platon s'intéresse essentiellement au juste comme valeur, qui doit être la source du droit. Le droit va constituer ensuite un des instruments concrets de la mise en œuvre de la justice au sein de la cité. Donc, dans cette communication, je vais m'attacher à restituer l'effort platonicien pour enraciner la justice comme valeur dans la vérité, afin de faire de la justice une valeur objective à validité universelle. Pour comprendre cet objectif, il faut d'abord regarder ce qui motive cette préoccupation platonicienne, c'est-à-dire qu'il faut regarder à quelle nécessité théorique et pratique elle répond. Or, cette entreprise de fondation en vérité de la justice n'est pas seulement due à l'expérience personnelle de l'injustice vécue par le philosophe et l'individu Platon, qui a assisté aux errances et exactions des deux principaux partis se disputant le pouvoir dans l'Athènes de son temps, les démocrates et les oligarques, et surtout qui a vu, comme on sait, son maître Socrate, l'homme le plus juste de son temps, dit-il, être mis à mort, condamné injustement par la démocratie athénienne. Au-delà des désillusions politiques douloureusement vécues par Platon, si l'on en croit en particulier la lettre 7, pourquoi le projet philosophique platonicien est-il de fonder la justice et fonder la justice dans la vérité? C'est ce que nous allons examiner pour cette valeur cruciale à la fois morale et politique, en regardant d'abord dans un premier temps en réponse à quel défi intellectuel s'édifie la conception platonicienne du juste. Ce défi, c'est celui à la fois du relativisme et du conventionnalisme. Dans un deuxième temps, ce que vise cette quête d'une justice à valeur objective, ce temps sera assez bref. Mais dans un troisième temps, comment Platon, dans la République, donc, apporte une réponse au défi intellectuel du relativisme et du conventionnalisme, en faisant dépendre la réalisation de la justice dans la cité de la connaissance du vrai. Et enfin, dans un dernier temps, quelles sont les formes concrètes que prend l'institution de la justice dans la cité, notamment à travers le rôle de la loi et du droit que je parcourrai assez rapidement et superficiellement, mais c'est pour parler aussi du droit platonicien. Donc je commence par mon premier temps, qui va rappeler et résumer un peu à grands traits le relativisme et le conventionnalisme de la pensée sophistique que Platon combat. Et d'abord, comment s'articulent relativisme et conventionnalisme? Donc la réflexion platonicienne sur la justice et le droit s'inscrit dans une confrontation avec la pensée sophistique qui dépasse par ailleurs largement le cadre de ces seuls objets, si importants soient-ils. Il faut immédiatement préciser deux choses. D'abord que le terme sophistique est pratique, mais qu'il recouvre en fait une nébuleuse d'individus dont l'unité intellectuelle et le degré d'élaboration
spéculatives sont tout sauf assurées. Hein. Donc dans la sophistique, on met des penseurs voilà, dont on sait beaucoup de choses et complexes, et d'autres dont on a beaucoup plus de mal à connaître les visées exactes. On peut dégager en gros 3 critères principaux permettant d'identifier un penseur comme un sophiste. Il s'agit premièrement d'un intellectuel itinérant, hein, qui va de cité en cité, qui fait profession de ses compétences. Hein. Il est connu pour monnayer ses services, deuxième critère. Et troisième critère, ses compétences ont trait globalement au maniement du langage. Mais ce que l'histoire de la philosophie désigne comme la sophistique recouvre en fait donc une mouvance intellectuelle aux contours et aux objectifs difficiles à unifier. On va le voir, je pense, un tout petit peu à travers les différentes figures de ce mouvement sophistique qu'on va rapidement survoler. La philosophie de Platon est une réponse aux défis théoriques et pratiques que constitue le relativisme déployé par la plupart des sophistes sur le plan épistémologique, donc sur le plan de la connaissance, et sur le plan éthico-politique. Ce relativisme, il a été théorisé par celui qui se désigne lui-même comme le père de la sophistique, à savoir Protagoras, sophiste du 5e siècle avant Jésus-Christ, dont Platon affronte la pensée dans 2 dialogues où donc Protagoras est nommément pris à partie. Ces 2 dialogues sont le Protagoras et le Théétète. Mais la confrontation avec Protagoras irrigue bien plus largement l'œuvre de Platon jusque dans son dernier dialogue, Les Lois, où Platon réplique encore au grand sophiste sans le désigner nommément. Protagoras est célèbre pour son agnosticisme, hein. Des dieux, je ne sais ni s'ils sont ni s'ils ne sont pas, mais on va laisser cet aspect de côté, et pour son relativisme exprimé par la formule « l'homme est la mesure de toute chose ». Autrement dit, toutes les opinions sont vraies, thèse qu'on reformule parfois en « à chacun sa vérité », même si il n'y en a pas d'énoncé littéral chez Platon ni dans les autres témoignages qu'on a. Et l'interprétation exacte à donner à la formule de l'homme mesure est très débattue, mais je ne vais pas forcément rentrer dans ces détails. Le relativisme de Protagoras est exposé et réfuté dans le Théétète, dans un... Oui, d'ailleurs, là je m'aperçois que la référence est tout à fait fausse, que je vais corriger tout de suite. Dans le Théétète... dans un long passage dont je n'ai cité que la conclusion, hein, dans mon premier extrait, parce que c'est la conclusion qui en arrive au problème de la justice. Dans les lignes qui précèdent, Protagoras s'était efforcé de concilier 2 thèses, l'affirmation de son relativisme, l'homme est la mesure de toute chose, parce que les choses sont à l'homme, que l'homme soit l'individu ou un groupe humain, telles qu'elles lui apparaissent. Hein. Les choses n'ont pas d'être au-delà de leur apparaître, par conséquent, toutes les sensations sont vraies, toutes les apparences sont vraies. La vérité est donc relative à l'individu, à la manière dont il perçoit le réel. D'autre part, l'affirmation de sa compétence à lui, Protagoras, de savant, sophos, sa revendication de posséder un savoir, une sophia, qui le distingue des autres individus et compétence qu'il prétend transmettre contre rémunération. Or, Socrate a fait rentrer en tension cette revendication de compétence avec le fait que, selon la doctrine de Protagoras, tout individu a accès à la vérité, puisque tout ce qui apparaît est vrai. Et donc, à ce titre, tout individu devrait pouvoir être savant, s'il est vrai que le savoir se définit traditionnellement par la possession de la vérité. Pour réussir cette conciliation, Protagoras infléchit la conception du savoir, de la sophia. Il ne définit plus la sophia comme l'accès à la vérité, mais comme la capacité pragmatique à inverser un état, sur le modèle de la compétence du médecin. Si toutes les sensations sont vraies, celles de l'individu malade pour qui toutes les choses sont amères, parce qu'elles sont perçues par lui comme amères, toutes les sensations ne sont pas également bénéfiques. La sensation de l'homme en bonne santé est plus avantageuse que celle de l'homme malade, parce qu'elle lui permettra de s'alimenter correctement, en pensant que les aliments sont bons pour lui. Et la compétence particulière du médecin consiste à savoir modifier la disposition du malade par ses remèdes, de manière à modifier ses perceptions, et par là ses opinions. Par ces remèdes, le médecin pourra faire en sorte que le malade ne perçoive plus tout aliment comme amer et retrouve donc l'envie de s'alimenter. C'est mon premier texte. Mais opérer un changement, le médecin le fait à l'aide de drogues, tandis que le sophiste, c'est par des paroles. Pourtant, ce n'est pas qu'à quelqu'un qui avait des opinions fausses, on en fait avoir ensuite des vraies. Car il n'est possible d'avoir pour opinion ni ce qui n'est pas, ni autre chose que ce qu'on éprouve, et ce qu'on éprouve, c'est toujours vrai. À mon avis,
à quelqu'un qui, sous l'effet de la disposition pénible où était son âme, avait des opinions assorties à une telle disposition, on en a, sous l'effet d'une disposition bénéfique, fait avoir d'autres, elles-mêmes bénéfiques. Représentations qu'alors certains, par inexpérience, appellent vraies. Moi, je les appelle meilleures les unes que les autres, mais plus vraies nullement. Protagoras poursuit ensuite cette analogie sur les différents plans de l'existence humaine, où l'on retrouve cette capacité à inverser un état, pour obtenir des perceptions bénéfiques à l'être humain, plutôt que des perceptions nuisibles. Il y a donc une différence de valeur et non de vérité entre les représentations des individus. Et la compétence de tout savant, dans quelque domaine que ce soit, consiste à avoir la capacité de modifier les dispositions des sujets pour influer sur leur représentation, afin de substituer aux représentations nuisibles des représentations bénéfiques. C'est ainsi qu'il en arrive aux savants dont les compétences propres concernent les représentations politiques, à savoir les orateurs. On arrive à la justice. Et les savants, mon cher Socrate, il s'en faut de beaucoup que je dise que ce sont les grenouilles. Bon, ça c'était parce que Socrate avait réfuté de manière un peu cavalière Protagoras. Mais s'agissant de corps, je dis que ce sont les médecins, s'agissant de plantes, les agriculteurs, et là je coupe un peu, cependant que les savants, les bons orateurs, font qu'au cité paraît être juste ce qui leur est bénéfique au lieu de ce qui leur est pénible. Le juste comme valeur est donc déterminé par la perception collective. Ce n'est pas une valeur absolue qui existerait indépendamment des lois et qui permettrait de mesurer la légitimité de ces dernières. Le juste, selon Protagoras, est relatif à une communauté. Il s'agit d'une représentation qui se trouve façonnée et notamment elle peut être façonnée par le travail de l'orateur. Un bon orateur fera en sorte que le bénéfice pour la cité coïncide avec sa représentation de ce qui est juste. Cela sous-entend que l'orateur va avoir une influence sur les lois qui seront adoptées par la cité, de sorte que les lois, expression de la justice, exprimeront ce que la communauté politique juge comme bon pour elle. Protagoras ne précise pas en quoi consiste ce bénéfice. Est-ce l'intérêt commun, celui de la communauté politique tout entière? Est-ce qui permet l'accroissement ou l'enrichissement de la cité, à l'image de la politique impérialiste d'Athènes que Platon critique vigoureusement dans le Gorgias? Est-ce la stabilité du régime politique? Est-ce l'intérêt du groupe qui gouverne, c'est-à-dire le ou les gouvernants, comme le déclarera un autre sophiste, Thrasymach, au livre 1 de la République? Et donc c'est à ce moment-là que le relativisme général de Protagoras, comme thèse épistémologique générale, se spécifie en conventionnalisme au niveau politique. Car le genre de choses qui à chaque cité... Ah non, j'ai oublié. Oui, c'est là. Car le genre de choses qui à chaque cité paraissent justes et belles, ce sont celles-là qui le sont pour elle, aussi longtemps qu'elle les décrète. Mais le savant, c'est celui qui, au lieu de pénible, chaque fois qu'un de leurs décrets l'est pour eux, le fait être, c'est-à-dire paraître, bénéfique. Le juste, dit Caïon, et le beau, Calonne, sont les valeurs morales dont les lois sont l'expression, en tant que la législation prescrit ou interdit, promeut ou sanctionne des conduites. Ces valeurs, selon Protagoras, ne sont donc pas absolues mais relatives. Elles dépendent de la perception collective de la cité, et n'ont pas d'existence en dehors des décrets, c'est-à-dire de la législation qui en est l'expression. Le rôle assigné aux savants est donc de faire coïncider l'expression de la justice dans les lois avec le bénéfice de la cité, de faire en sorte que les lois qu'elle adopte ne lui soient pas dommageables. Le savant est donc crédité d'une compétence particulière pour déterminer ce qui est bon pour la cité, le savant orateur, mais Protagoras ne nous dit pas d'où il tient cette compétence. Ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas tellement la cohérence de sa pensée, mais la manière dont le conventionnalisme qui est exprimé découle de son relativisme. J'en viens maintenant aux différentes déclinaisons de ce conventionnalisme chez les sophistes. L'idée donc qu'on vient de voir, c'est que le juste est une convention relative à un groupe humain et certainement pas une valeur absolue, universelle, intemporelle. La pensée de Protagoras rejoint ici une position qui semble avoir été soutenue par la plupart des représentants du mouvement sophistique. Même si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les agendas politiques des sophistes semblaient assez variés. Cette position conventionnaliste est la suivante: le juste est déterminé dans et par la loi, et la loi est relative à une communauté politique déterminée. Le juste est donc conventionnel. Mais autant chez Protagoras, le caractère conventionnel de la justice n'est pas matière à critique, n'est pas à l'origine d'une remise en question de la loi, autant d'autres expressions du conventionnalisme sophistique conduisent-elles à une dénonciation de la justice, en tant que celle-ci n'a d'autre existence que légale.
En effet, les sophistes s'étaient fait une spécialité d'opposer la loi, nomos, et la nature, physis, et cela souvent pour dénoncer la loi au profit de la nature. On en trouve une expression par exemple dans le fragment du sophiste Antiphon que j'ai reproduit un peu plus loin, et qui semble constituer la source commune de plusieurs des positions dont les personnages de Platon se font l'écho dans différents dialogues. Le personnage de Calliclès dans le Gorgias est familier de cette opposition, quoique lui-même ne soit pas un sophiste, et qu'il déclare même mépriser les sophistes. Calliclès s'oppose à Socrate en l'accusant de confondre à dessein ce qui est beau ou laid, c'est-à-dire admirable ou condamnable d'après la loi, convention humaine, et ce qui est beau ou laid d'après la nature, qui dit, selon lui, la vérité du désir humain. Les lois ne sont que des conventions destinées à brimer les aspirations des individus les plus forts, à domestiquer leur soif de domination, leur pléonexia, terme qui signifie littéralement avoir plus, et dont je vais parler, il est écrit un peu plus loin. Donc pléonexia, ça signifie littéralement avoir plus, c'est-à-dire c'est une notion qui conjugue à la fois l'avidité, le désir de possession, avoir plus de biens matériels, et la compétitivité, avoir plus que les autres, c'est-à-dire les dominer. Donc je lis cet extrait du Gorgias. Et quand on dit qu'il est injuste, qu'il est laid de vouloir avoir plus que la plupart des gens, on s'exprime en se référant à la loi, nomos. Or, au contraire, il est évident, selon moi, que la justice consiste en ce que le meilleur est plus que le moins bon, et le plus fort plus que le moins fort. Partout, il en est ainsi. C'est ce que la nature, Fucis, enseigne chez toutes les espèces animales, chez toutes les races humaines et dans toutes les cités. Si le plus fort domine le moins fort, s'il est supérieur à lui, c'est le signe que c'est juste, dit Caïon. Selon Calliclès, la loi, parce qu'elle promeut l'égalité, et que l'égalité n'est pas dans la nature, va contre la nature. La loi est en fait le produit d'un complot des faibles pour se protéger de la domination des forts, complot qui prend la forme d'une subversion des valeurs, puisque ce qui est juste selon la nature est déclaré par la loi injuste et laid. Cette idéologie égalitaire promue par la loi vient étouffer les aspirations légitimes de l'individu fort, aspiration donc à la domination. Et Calliclès voit l'expression de cette aspiration légitime dans d'autres pans du réel qui ne sont pas soumis à la loi, qui ne sont pas régis par des conventions, à savoir principalement le domaine de la guerre et le règne animal, expression pure du juste selon la nature, d'après lui. On retrouve cette apologie du droit du plus fort dans le livre 10 des lois, les lois qui sont le dernier ouvrage de Platon, dans lequel Socrate n'apparaît plus et où le dialogue est mené par trois personnages d'un âge respectable, l'Athénien, Clinias le Crétois et Mégillos le Spartiate, c'est-à-dire trois personnages issus de trois communautés aux identités politiques bien marquées. Le livre 10 des lois combat les différentes expressions de l'athéisme, et la première expression de l'athéisme conjugue l'affirmation que les dieux n'existent pas et ne sont que des artefacts issus de chacune des communautés humaines, conjugue donc cette affirmation de l'inexistence des dieux avec la thèse du caractère strictement conventionnel de la justice, en tant que cette dernière n'existe que dans les lois qu'il institue. Je lis cet extrait. Le juste, lui non plus, c'est-à-dire pas plus que les dieux, ne l'est absolument pas par nature. Au contraire, les hommes passent leur vie à en disputer entre eux et ne cessent de le changer. Et quelle que soit la teneur du changement intervenu, quel que soit encore le moment où il intervient, ce qui est alors déclaré juste est de ce jour investi d'une autorité souveraine, étant donné que le juste vient de la technique et des lois, mais certainement pas de la nature. Ces athées séduisent la jeunesse par leurs discours subversifs. Et chez eux, la dénonciation du caractère conventionnel de la loi se double, comme chez Calliclès, de la revendication d'une justice fondée dans la nature, qui n'est autre que le droit du plus fort, la libre expression de la domination. Voilà au total, mes amis, quelles sont les doctrines de ces hommes qui, auprès des jeunes gens, passent pour des savants, s'exprimant en prose ou en vers, et donc là c'est les sophistes qui sont visés. Ils proclament que ce qu'il y a de plus juste, c'est d'obtenir la victoire, y compris par la force. Voilà l'origine de l'impiété qui envahit la jeunesse, persuadée qu'il n'y a point de Dieu, tels que ceux en qui la loi prescrit que l'on doit croire. Et voilà l'origine des séditions que provoquent ceux qui adoptent ce qu'ils appellent le mode de vie parfaitement conforme à la nature, et qui consiste en vérité à vivre en dominant les autres, au lieu d'être leur esclave, comme le voudrait la loi. Chez Calliclès comme chez ces athées du livre 10, la nature est donc invoquée comme la source de la valeur et le modèle à suivre.
En revanche, on va trouver d'autres expressions dans le corpus platonicien d'une dénonciation du caractère conventionnel de la justice, sans que celle-ci se double explicitement de l'invocation d'une autre source possible pour la justice, à savoir la nature. Dans La République, le sophiste Thrasymach analyse lui aussi la justice comme une convention relative au gouvernement en place, dont la loi se trouve servir les intérêts. Alors, Thrasymach fut, à la différence du personnage inventé qu'est Calliclès, un sophiste historique actif à la fin du 5e siècle. Et dans La République, au livre 1, il soutient 2 thèses sur la justice dont l'articulation n'est pas forcément évidente. La première, qui serait plutôt descriptive, adopte le point de vue des gouvernés. Et dans cette première description de la justice, le juste, c'est l'intérêt du plus fort, parce que le juste est dit par les lois, et que les lois sont faites par ceux qui sont les plus forts dans les cités, c'est-à-dire le ou les gouvernants en place. Et ceux qui sont au pouvoir dans les cités édictent des lois qui servent leurs intérêts. Être juste en obéissant aux lois, c'est donc servir les intérêts des puissants qui gouvernent. Mais Thrasymach va ensuite doubler cette première caractérisation de la justice d'un second volet, qui va en tirer les conséquences, et dénoncer dans la justice un dommage pour le sujet qui la pratique et un bien pour un autre que soi, en l'occurrence le ou les gouvernants qui font les lois. Ce second volet appelle donc l'individu qui veut servir ses propres intérêts et être heureux à poursuivre le contraire de la justice, à savoir l'injustice. Donc là, je vais lire un extrait du passage où Thrasymach articule les 2 caractérisations de la justice. Et tu as fait tellement de progrès dans la connaissance du juste et de la justice, du juste et de la justice, de l'injuste et de l'injustice, que tu ignores que la justice et le juste constituent en réalité le bien d'un autre. C'est l'intérêt du plus fort et de celui qui dirige, et que ce qui revient en propre à celui qui obéit et qui sert, c'est le dommage, que l'injustice est le contraire, qu'elle commande à ceux qui sont authentiquement moraux et justes, que les subordonnés contribuent à l'intérêt de celui qui est le plus fort, qu'ils font son bonheur en étant à son service, mais qu'ils ne font aucunement leur propre bonheur. Thrasymach poursuit sa démonstration en faisant les portraits croisés du juste, perdant sur tous les tableaux, et de l'injuste triomphant, en la personne du tyran, cet injuste qui a réussi. On constate donc quelques différences entre les positions de Calliclès et Thrasymach. Chez Thrasymach, la loi est faite par les forts, ceux qui sont parvenus à être en position de gouverner, et la justice n'a d'autre incarnation que la loi. Thrasymach n'oppose pas donc la loi et la nature. Chez Calliclès, la loi est faite par les faibles et la justice a bien une existence indépendante de la loi, puisque la justice est à retrouver dans la nature. Là où toutefois les 2 discours se rejoignent, c'est dans l'apologie de la tyrannie sur laquelle débouchent l'un et l'autre. Le tyran, c'est l'homme fort, capable d'aller jusqu'au bout de ses désirs, d'assumer sa pléonexia, cette avidité conquérante qui fait le fond, pour l'un comme pour l'autre, de la nature humaine. Calliclès et Thrasymach se rejoignent aussi dans la dénonciation de l'hypocrisie qui consiste à condamner cette pléonexia. Pour Calliclès, c'est un stratagème de l'idéologie égalitaire, destiné à briser les aspirations des plus forts. Pour Thrasymach, c'est une condamnation hypocrite par peur de subir soi-même l'injustice, qui n'empêche pas tout un chacun d'admirer secrètement le tyran. Cette même dénonciation de l'hypocrisie de la condamnation de l'injustice et sa réciproque, l'éloge non moins hypocrite de la justice, va se trouver dans le discours de Glaucon, l'interlocuteur de Socrate au livre 2 de la République, qui se fait le relais de la position de Thrasymach, alors même qu'il n'en partage pas du tout les convictions. Mais il s'en fait le relais parce qu'il voudrait enfin entendre la justice louée et défendue pour de bonnes raisons. Glaucon propose donc une généalogie conventionnaliste de la justice comme le résultat d'un calcul coût-bénéfice fait par les individus. Quoique persuadés que le bien suprême consiste à pouvoir commettre l'injustice, les hommes choisissent tout de même d'instituer les lois destinées à les préserver de ce qu'ils considèrent comme le plus grand mal, à savoir subir l'injustice. Dans ce pacte de non-agression que constituent les lois, la justice, qui consiste à obéir aux lois, n'est qu'un moyen et nullement une valeur poursuivie pour elle-même. Je cite, « Ceux qui sont incapables de fuir le mal et de choisir le bien jugent qu'il leur sera profitable de passer un accord les uns avec les autres pour ne plus commettre ni subir l'injustice. C'est dans cette situation qu'ils commencèrent à édicter leurs lois et leurs conventions. Et ils appelèrent la prescription instituée par la loi ce qui est légal, nomimon, et ce qui est juste, dikaion. Telle est bien l'origine
est l'essence de la justice. Elle tient une position intermédiaire entre ce qui est le bien suprême, qui est d'être injuste sans qu'on puisse nous rendre justice, et ce qui est le pire, c'est-à-dire de subir l'injustice et d'être impuissant à venger l'honneur ainsi flétri. Le juste se trouve au milieu de ces deux extrêmes. Il n'est pas aimé comme un bien, mais il est honoré seulement parce qu'on est impuissant à commettre l'injustice en toute impunité. Car celui qui est en mesure de commettre l'injustice et qui est réellement un homme ne s'engagerait jamais dans une convention pour empêcher de commettre l'injustice et de la subir. Il serait bien fou de le faire. Le discours de Glaucon rejoint Calliclès et Thrasymachus dans leur anthropologie de la pléonexia, comme le montre ensuite l'histoire de Gygès, ce berger, protégé par un anneau conférant le pouvoir d'invisibilité, qui parvient par toute une série d'exactions à la tyrannie en toute impunité. L'exemple de Gygès est une expérience de pensée destinée à nous faire mesurer que le discours moral ambiant ne valorise la justice que par impuissance, mais que la garantie de l'impunité laisserait libre cours à la réalité du désir humain, qui est d'avoir plus et de dominer. Si Glaucon ne théorise pas aussi explicitement que Calliclès l'antithèse entre la nature, physis, et la loi, nomos, l'anthropologie qui sous-tend l'histoire de Gygès met en évidence que le comportement prescrit par la nature humaine, ce à quoi elle aspire comme son bien, est ce désir de possession et de domination, et que cela s'oppose au comportement prescrit par la loi, à savoir le respect de l'égalité. Que ceux qui pratiquent la justice le fassent contre leur gré et par impuissance à commettre l'injustice, nous le saisirons très bien si nous nous représentons en pensée la situation suivante. Accordons à l'homme juste et à l'homme injuste un même pouvoir de faire ce qu'il souhaite. Ensuite, accompagnons-les et regardons où le désir de chacun va les guider. Nous trouverons l'homme juste s'engageant à découvert sur le même chemin que l'homme injuste, mu par son appétit du gain, pléonexia. Cela même que toute la nature poursuit naturellement comme un bien, mais qui se voit ramené par la force de la loi au respect de l'équité. La position exprimée par Glaucon est très proche des thèses du sophiste Antiphon, dont le fragment 87, B44, nous rapporte aussi bien sa conception conventionnaliste de la justice que son opposition entre les prescriptions de la loi et les bénéfices qu'il y aurait à suivre la nature plutôt que la loi en situation d'impunité. Je lis peut-être le début au moins. La justice consiste à ne transgresser aucune des règles légales, nomima, admises par la cité dont on fait partie. Ainsi, l'observation de la justice est tout à fait conforme à l'intérêt de l'individu si c'est en présence de témoins qu'il respecte les lois. Mais s'il est seul et sans témoins, son intérêt est d'obéir à la nature. Et un peu plus loin. Ainsi, celui qui transgresse les règles légales, s'il le fait à l'insu des hommes qui les ont établies par leur convention, est indemne de honte et de châtiment. S'il est découvert, non. En conclusion, on a vu que chez Protagoras, la vision conventionnaliste de la justice s'inscrit plus largement dans le cadre de son relativisme épistémologique, mais que cette vision n'est pas solidaire d'une critique ou d'une dénonciation de la justice. En revanche, d'autres figures du mouvement sophistique ont pointé dans cette nature de la loi comme simple convention une artificialité et une relativité qui en font la faiblesse face à la vérité incarnée par la norme naturelle. Ici, la vision conventionnaliste de la justice a une portée critique destinée à remettre en cause sa valeur. Voilà donc le cadre conceptuel dans lequel s'inscrit la pensée platonicienne et qui explique l'effort constant, transversal dans l'œuvre de Platon pour donner un fondement objectif à la justice. Cette interrogation constante sur la valeur de la justice résonne depuis l'apologie de Socrate, en passant par le Criton et le Gorgias, pour culminer dans la République, œuvre nodale dans laquelle la valeur de la justice va se trouver fondée à la fois dans une psychologie, c'est-à-dire une théorie de l'âme humaine, une épistémologie, une théorie de la connaissance, et une ontologie, une théorie de l'être. Avant d'examiner les ressorts de cette construction puissante, destinée à ancrer la justice dans la vérité, je voudrais rappeler rapidement comment s'exprime chez Platon la nécessité et l'urgence de cette question. On la trouve exprimée dans ce qu'on appelle les premiers dialogues, ceux qui sont censés retranscrire les positions de son maître Socrate. Socrate qui faisait profession de ne rien savoir et de ne rien enseigner, en poussant ses contemporains à s'examiner eux-mêmes. Dans ces dialogues de la première période, aporétiques, c'est-à-dire qui s'achèvent sans apporter de réponse aux questions pourtant vitales qui les ouvrent, vitales parce qu'elles portent sur les valeurs essentielles de l'existence humaine, la piété, la sagesse, le courage, la justice, Socrate indique en creux le projet qui anime sa mise à l'épreuve des croyances, notamment en ce qui concerne la justice.
La justice est en effet une valeur sur laquelle l'incapacité des hommes à parvenir à une détermination objective, un savoir susceptible de faire l'accord des esprits, est flagrante. Prenons l'exemple de l'Alcibiade. Alcibiade suggère, qui est un jeune ambitieux, qui veut accéder au pouvoir et qui a un peu tous les dons, donc qui est assez sûr de lui. Alcibiade suggère qu'il aurait appris, et qui va être interrogé par Socrate. Alcibiade suggère qu'il aurait appris les notions de juste et d'injuste qu'il possède, ou du moins qu'il croit posséder, il les aurait appris du grand nombre, autrement dit de la collectivité, qui aurait été capable d'enseigner la justice, comme elle enseigne le grec. Puisqu'on apprend à parler grec en vivant dans la collectivité, Alcibiade aurait appris la justice en vivant dans la collectivité. Socrate exprime son doute sur la capacité à enseigner que pourrait avoir le grand nombre, dans la mesure où il manque au grand nombre, sur cette question de la justice, ce qui est pour lui un signe du savoir. Ce signe, c'est celui de faire l'unanimité, d'arriver à faire l'accord des esprits. Faire l'accord des esprits, c'est l'indice d'une objectivité. Et je vous ai mis un petit passage de la fin de cette interrogation d'Alcibiade. Si tu voyais, donc c'est les individus qui composent le grand nombre, si tu les voyais différer à ce sujet, serait-ce la preuve pour toi qu'ils sont de mauvais maîtres? Pour moi, oui. Et bien maintenant, en ce qui concerne les hommes et les choses justes et injustes, la plupart des hommes te semblent-ils s'accorder entre eux ou avec les autres? Par Zeus, Socrate, le moins possible. Et n'est-ce pas là-dessus qu'ils te semblent surtout être en désaccord? En vérité, souvent. Sur la justice, en effet, on ne peut que constater la violence des désaccords, aussi bien entre particuliers qu'entre cités, ce qui trahit l'absence d'un savoir. Le constat que dresse le Typhon, un autre dialogue aporétique de la première période, est semblable. Dans le domaine de la justice, on ne dispose pas de cet art de la mesure qui permet de trancher les désaccords dans les domaines mathématisables, quantifiables, où un instrument de mesure, par exemple une balance, existe pour départager les avis et dépasser les différends. Dans le domaine des valeurs morales, cet art de la mesure, cette possibilité d'objectiver, fait défaut. Et c'est à ce défaut que le projet platonicien veut remédier, afin de faire sortir l'humanité de cette errance dans le domaine de la justice, valeur cruciale pour la vie individuelle et collective, afin de mettre un terme aux querelles et aux guerres qui ne cessent de la déchirer sur ce qui est juste et injuste. Pour ce faire, il va falloir changer de plan. Non plus se demander si c'est Agamemnon ou Achille, si ce sont les Athéniens ou les Spartiates, si c'est moi ou mon voisin qui ont fait acte de justice ou d'injustice. Il faut d'abord chercher à savoir ce qu'est la justice en elle-même. Cette interrogation sur ce qu'est la justice est la tâche du philosophe, quand les professionnels de la justice, les orateurs, les habitués des tribunaux, sont incapables de s'élever à la dimension qui intéresse le philosophe, la dimension de l'en-soi. L'en-soi, ça désigne une notion lorsqu'elle est considérée abstraction faite de ses relations, abstraction faite de tout ce qui en rend la perception relative à son contexte. Et donc là, je voulais citer un petit extrait du Thé et Tête, un dialogue plus tardif que la République, postérieur à la République, mais qui fait le portrait croisé du philosophe, maladroit et moqué pour son incapacité dans la vie pratique, la vie de la cité dont il ne maîtrise pas les codes, embarrassé à l'Assemblée et au tribunal, d'un côté, portrait croisé du philosophe, et de l'autre, du professionnel de la justice. Ce dernier, lui, est à l'aise dans les controverses judiciaires, mais il se retrouve perdu lorsqu'on l'entraîne loin du terrain des cas concrets. Donc les cas concrets, c'est quel tort est-ce que je te fais à toi ou toi à moi, pour discuter des notions en soi. L'examen de la justice elle-même et de l'injustice. Qu'est-ce que chacune d'elles et en quoi diffère-t-elle de tout le reste ou l'une de l'autre? C'est alors lui qui prête à rire et non plus le philosophe. Et donc cet habitué des tribunaux, quand on l'entraîne jusqu'au domaine de l'en-soi, il est pris de vertige. Il a le vertige. Il s'agit donc maintenant de comprendre quel est donc le discours du philosophe sur la justice, comment il parvient à en faire une notion objectivable, objet de savoir, susceptible de faire l'accord des esprits pour dépasser le relativisme et le conventionnalisme sophistique. Donc j'en viens à mon troisième temps, fonder la justice sur la vérité.
faire de la justice une valeur objective et non plus relative, fondée en nature et non plus affaire de convention, c'est l'objectif de la République. Pour cela, Platon procède en deux temps. Il y a d'abord la voie courte, qui n'est pas si courte que cela, mais qui fonde la définition de la justice et la démonstration de sa valeur sur une connaissance de la nature de l'âme. C'est ce qui occupe les livres 2 à 4 de la République, dans lesquels Socrate retrace la genèse d'une cité juste, afin d'y découvrir la justice au niveau de la communauté, avant de s'intéresser à la justice au niveau de l'individu. Cette entreprise de définition repose sur le présupposé que les deux réalités humaines dans lesquelles la justice se manifeste, à savoir la cité et l'âme, ont la même structure, sans quoi on ne saurait garantir que la définition obtenue pour l'une vaille aussi pour l'autre. Socrate établit au livre 4 que la cité, composée de 3 classes, alors les 3 classes de la cité juste sont les producteurs qui nourrissent la cité, les gardiens soldats qui garantissent sa paix intérieure et extérieure, et les gouvernants. Donc il y a 3 classes dans la cité, et il y a 3 parties dans l'âme individuelle. La cité et l'âme individuelle sont isomorphes. L'âme humaine est elle aussi composée de 3 parties. La partie désirante, chargée notamment de pourvoir aux besoins du corps, donc analogue des producteurs. La partie ardente, chargée d'assister la raison dans sa maîtrise des désirs, analogue des gardiens soldats. Et la partie rationnelle, chargée de diriger l'âme, analogue des gouvernants. La justice est définie dans l'une et l'autre de ces réalités, donc au niveau psychique comme au niveau politique, comme l'accomplissement par chacune des parties constitutives de ces ensembles, donc accomplissement par chacune des parties de leur fonction propre. Donc elle est définie comme oikeio pragia, oikeion en grec ça veut dire propre, et pragia c'est la même racine que praxis, praten, qui veut dire faire. Donc être juste, c'est faire ce qui nous est propre. Ça signifie qu'une cité est juste quand chacune de ces classes accomplit sa tâche propre, à laquelle sont prédisposés les individus selon la classe à laquelle ils appartiennent. C'est-à-dire qu'il y a des prédispositions naturelles qui déterminent le fait qu'un individu va être producteur, ou va être gardien, ou va être gouvernant. Les producteurs produisent, les gardiens protègent et les gouvernants dirigent. Cela dans la cité juste, en respectant les aptitudes naturelles de chacun, aptitudes qu'on a détectées par une sélection rigoureuse, d'une part, et d'autre part, la cité est juste quand chacun accepte la répartition de ses fonctions. Certains sont faits pour diriger et doivent le faire, que cela leur plaise ou non. Le philosophe sera forcé de retourner dans la caverne. D'autres sont faits pour obéir et consentent à être gouvernés. De même, un individu est juste quand les parties de son âme sont correctement hiérarchisées et qu'il accepte le gouvernement de la raison, cette partie supérieure de l'âme humaine qui en définit l'humanité. L'homme juste vit ainsi sous la conduite de la raison, à laquelle ses désirs sont soumis, tandis que son ardeur, siège des émotions morales comme la colère, la honte, l'indignation, est au service des valeurs dictées par le principe rationnel. Cette définition de la justice, au niveau politique comme psychique, on le constate, est très loin du sens commun. Elle s'oppose nettement à la conception de Thrasymachus, pour lequel l'individu juste travaillait au bien d'un autre et contre son propre bonheur. En définissant la justice par l'accomplissement de sa fonction propre, Platon la recentre sur le soi et oblitère du même coup tout rapport à autrui, même s'il va essayer de le récupérer en montrant que les actions engageant un rapport à l'autre découlent spontanément de cet ordre de l'âme que constitue la justice. La justice est donc pour lui d'abord un rapport de l'individu à lui-même, une certaine disposition psychique, avant d'être un rapport à l'autre, que ce rapport soit équitable ou, comme dans la conception de Thrasymachus, aliénant. De cette définition de la justice à partir du dénominateur commun de l'ordre, que cet ordre donc soit politique ou psychique, découle également sa valeur pour le bonheur de l'individu. En vertu d'une analogie récurrente chez Platon, entre la santé, excellence du corps, et la vertu, excellence de l'âme, la justice constitue la vertu de l'âme, parce qu'elle est le bon ordre de ses parties, de même que la santé réside dans le bon ordre, l'équilibre des humeurs dont le corps est constitué. À la fin du livre 4, cette analogie entre justice et santé permet à Socrate d'établir rapidement le bonheur de l'individu juste et le malheur de l'injuste, analogue au bonheur de l'être en bonne santé et au malheur de l'être malade.
Cette définition de la justice constitue la voie courte. Elle permet de répondre à la question de la valeur de la justice, de montrer que celle-ci n'est pas un moindre mal ou un pis-aller. Mais elle n'a pas encore permis de comprendre en quoi la justice était la matière d'un savoir. Comment connaître cette valeur objective, susceptible de faire l'accord des esprits. Pour cela, il faut emprunter la voie longue, celle qui, dans la République, passe par ce qu'on appelle les livres centraux, 5, 6 et 7, qui dévoilent les dispositifs proprement révolutionnaires qui font advenir la justice dans la cité construite en parole par Socrate. Ce sont les 3 vagues du tsunami qu'est la proposition politique de la République. Égalité et éducation commune des femmes et des hommes, première vague. Communauté des femmes et des enfants chez les gardiens et les gouvernants, deuxième vague. Et enfin, gouvernement des philosophes, troisième vague. La justification de cette dernière mesure conduit Socrate à dévoiler le fondement de la compétence du philosophe, qui légitime son gouvernement. Le philosophe doit gouverner, car il est le seul à posséder le savoir, plus précisément, ce savoir suprême, que Socrate fait entreapercevoir à la fin du livre 6, à savoir la connaissance de la forme intelligible du bien. En effet, Socrate a défini le philosophe, à la fin du livre 5, comme celui qui aime le savoir, mais en donnant à savoir un sens très exigeant, qui le distingue des hommes simplement avides de culture. Le philosophe est celui qui aime le spectacle de la vérité, attendu que la vérité ne doit pas être recherchée dans le devenir sensible, qui est un domaine changeant, mélange d'être et de non-être, dans lesquels toutes les déterminations ne peuvent être que relatives et instables. Le savoir, la vérité sont à chercher dans le domaine de ce qui est toujours vrai, et ce qui est toujours vrai chez Platon, c'est l'intelligible, ce que Platon appelle les formes ou idées. Ce sont 2 traductions pour le même terme. Les formes ou idées sont des objets qui se donnent exclusivement à la pensée, mais ce sont bien des objets ayant une existence indépendante, aussi bien du sensible qui en participe et en tire ses déterminations. Une loi ou une action sont justes parce qu'elles participent de la forme de justice. Donc indépendante, existence indépendante aussi bien du sensible que de la pensée. C'est-à-dire que la forme de justice n'est pas un concept, c'est un être. Ces êtres distincts du sensible, parce qu'ils sont éternels et soustraits au devenir, sont doués donc du plus haut degré de réalité et par là de vérité. En effet, le savoir pour Platon est toujours vrai. Or, seul un objet non changeant, soustrait au devenir, peut donner lieu à un savoir toujours vrai. Il y a donc une connaissance objective possible de la justice. Celle-ci n'est pas le produit d'une convention toujours relative à un temps et à un lieu donné. La justice est une forme, et en cela objet d'un savoir, dont la possession légitime le fait que le philosophe soit destiné à gouverner. L'ensemble des objets du savoir, le domaine intelligible, est lui-même ordonné à une forme qui jouit dans la République d'un statut particulier, la forme du bien. Alors je vous ai mis cet extrait qui indique le fait qu'il y a quelque chose d'au-dessus de la justice, à savoir le bien. Mais alors les choses dont nous avons parlé ne sont pas les choses les plus hautes, et il y a quelque chose de supérieur à la justice et à tout ce que nous avons passé en revue. Oui, quelque chose de supérieur. Et à l'égard de ces vertus mêmes, il ne faut pas seulement en regarder l'esquisse, mais encore ne pas renoncer à en contempler le tableau le plus achevé. Mais crois-tu qu'on te laissera sans te demander ce que c'est ce savoir suprême dont tu parles et quelle est selon toi sa nature? Pas du tout, mais c'est à toi de m'interroger. Du reste, ce n'est pas peu souvent que tu m'as entendu traiter de ce sujet. Tu m'as entendu exposer souvent qu'il n'existe pas de savoir plus élevé que la forme du bien, et que c'est par cette forme que les choses justes et les autres choses vertueuses deviennent utiles et bénéfiques. Donc le philosophe, c'est celui qui possède cette connaissance du bien qui est la source de toute utilité et de tout bénéfice. En effet, Socrate explique ensuite que le bien est l'objet ultime et irréductible du désir humain. Il s'agit d'une fin inconditionnelle et universelle, la seule chose pour laquelle l'être humain ne veut pas se contenter de la seule apparence, mais veut posséder la réalité de la chose même. On pourrait vouloir se contenter de l'apparence de justice, mais on veut posséder la réalité du bien et non sa simple apparence, parce que c'est le bien pour soi. L'explicitation indirecte de la place du bien au sein de l'intelligible donne lieu aux développements les plus célèbres, mais aussi les plus difficiles de la République, à travers la succession de 3 images très connues, l'analogie entre le bien et le soleil, la ligne de la connaissance et enfin l'allégorie de la caverne. Ces 3 images sont censées faire comprendre le rôle primordial du bien au sein des formes intelligibles et le rôle primordial que joue sa connaissance au sommet du savoir. La discipline qui clôt le cursus intellectuel des philosophes appelés à gouverner, après de longues études mathématiques, est la dialectique qui culmine dans la connaissance du bien,
terme de l'intelligible, ce qu'exprime Socrate dans un développement qui reprend et résume l'allégorie de la caverne, dont la fonction est d'illustrer le processus de l'éducation intellectuelle du philosophe, comme arrachement au sensible et orientation vers l'intelligible. Je cite juste la fin de ce passage que je vous ai mis plus longuement dans l'exemplier. De cette même manière, chaque fois que quelqu'un entreprend par l'exercice du dialogue sans le support, enfin c'est pas la fin, c'est au milieu je crois, d'aucune perception des sens, mais par le moyen de la raison, de tendre vers cela même que chaque chose est, et qu'il ne s'arrête pas avant d'avoir saisi par l'intellection elle-même ce qu'est le bien lui-même, il parvient au terme de l'intelligible, comme celui de tout à l'heure était parvenu au terme du visible. La justice en tant que forme intelligible est une valeur objective et universelle qui n'est aucunement relative aux opinions d'un individu ou d'un groupe humain. Elle est en cela objet d'un savoir qui a pour nom dialectique ce savoir du philosophe qui repose ultimement sur la saisie de la forme du bien. Seul le philosophe, précisément parce qu'il ne désire pas gouverner, offre les garanties suffisantes d'un bon gouvernement. Cette garantie est à la fois théorique, puisque son action se fonde sur une connaissance, et la connaissance la plus haute, et pratique, parce que tout son désir est intégralement dirigé vers le savoir et l'atteinte de la vérité, et que le philosophe dédaigne les autres objets, honneur, argent, convoités par le commun des mortels, et qui sont responsables de la corruption par le pouvoir chez ceux qui aspirent à l'exercer. C'est donc la contemplation du bien qui règle l'action du philosophe gouvernant. Voyons maintenant, dans un dernier temps, quels sont les instruments du philosophe ou de l'homme politique, comment on passe de la valeur de justice aux normes de justice. Maintenant que Platon a donné un contenu, j'ai encore un tout petit peu de temps ou... Oui, a donné un contenu, l'intelligible, et un nom, la dialectique, au savoir apte à saisir la forme intelligible de la justice, reste à comprendre ce que fait le philosophe lorsqu'il redescend dans la caverne. Comment il institue concrètement la justice dans la cité qu'il a à charge de gouverner, à partir de ce bien qu'il est seul à pouvoir contempler. Platon dans la République n'est malheureusement pas très disert sur cette institution concrète, et en particulier sur les lois qui sont l'instrument privilégié de cette implémentation de la justice. C'est vers d'autres œuvres, notamment les lois, qu'il faut se tourner pour avoir un peu une idée de ce qu'est le droit platonicien. Alors je vais évoquer de manière un peu rapide et superficielle quelques éléments. Et je commencerai, contrairement à ce que j'ai indiqué sur l'exemplaire par papier, par le deuxième point, à savoir la fonction palliative ou substitutive de la loi. C'est bien entendu la législation qui est l'instrument privilégié du politique pour faire advenir la justice dans la communauté qu'il a à charge de gouverner. Comme les sophistes conventionnalistes, Platon voit bien dans la loi un artefact, le produit d'un art, une création humaine. À ce titre, la loi n'a pas de valeur absolue. Elle n'est jamais que le substitut d'une intelligence vivante à laquelle elle doit toujours demeurer inférieure et subordonnée. Platon reste constant sur cette conviction profonde et centrale qui irrigue toute sa philosophie politique. Le seul titre légitime de gouvernement, c'est le savoir. Or, ce savoir est incarné dans une intelligence, une pensée dont rien ne saurait surpasser la valeur. Platon va donc relativiser, face à ce critère du savoir et de l'intelligence vivante, tous les autres éléments traditionnels de classification et de hiérarchisation des formes de régime politique, le nombre des gouvernants, la contrainte ou le consentement, la richesse ou la pauvreté, ou même le fait qu'on gouverne avec loi ou sans loi. Tout cela demeure secondaire face à la question de savoir si celui ou ceux qui gouvernent disposent de la compétence politique. Dans le politique, qui est un dialogue postérieur à la République, on voit expliciter cette fonction substitutive de la loi. En effet, la loi est une règle générale, par essence incapable de s'adapter au caractère multiple et changeant des affaires humaines. Donc la loi est imparfaite, par essence. La loi ne pourra jamais embrasser avec exactitude ce qui est le meilleur et le plus juste pour tous au même instant, et prescrire ainsi ce qui est le mieux. Car les dissimilitudes sont telles entre les hommes et entre les actions, sans compter que presque jamais aucune des affaires humaines ne demeure pour ainsi dire en repos, que cela interdit à toute technique de prendre un parti simple qui vaudrait en quelque domaine que ce soit, pour tous les cas et pour toujours. Si néanmoins la loi est nécessaire, c'est en tant que substitut de l'intelligence de l'homme politique qui ne peut pas être partout à la fois, tel un médecin qui serait en même temps au chevet de chacun de ses patients, ou un entraîneur sportif qui serait en même temps aux côtés de chacun des athlètes qu'il est en train d'entraîner. Il nous faut également penser que le législateur qui doit donner à ses troupeaux
des ordres en matière de justice et de contrat, dont les obligations sont mutuelles, ne sera jamais en mesure, en édictant des prescriptions pour tous les membres du groupe, d'appliquer à chaque individu la règle précise qui lui convient. Il édictera plutôt, j'imagine, la règle qui convient au grand nombre dans la plupart des cas, et c'est de cette façon, en gros, qu'il légiférera pour chacun, qu'il mette les lois par écrit ou qu'il procède sans recourir à l'écriture, en légiférant au moyen des coutumes ancestrales. C'est juste. Bien sûr que c'est juste. Car, Socrate, comment pourrait-il y avoir quelqu'un qui serait capable à tout instant de la vie de venir s'asseoir auprès d'un chacun pour lui prescrire précisément ce qu'il lui convient de faire? Il faut donc une règle générale qui serve de prescription comme un aide-mémoire écrit. Mais cet aide-mémoire écrit a les mêmes limites que ce remède, ce pharmacone qu'est l'écriture, et qui sont détaillées dans le mythe de Teute du Phèdre. Donc la loi souffre un peu des mêmes limites que l'écriture, à savoir l'incapacité de s'adapter de manière précise à son destinataire, au cas particulier, et l'inévitable psittacisme, le fait de répéter toujours la même chose, qui la rend inférieure à une intelligence vivante, capable d'interroger et de répondre, encore une fois capable de s'adapter au cas. Néanmoins, Platon reconnaît la nécessité de la loi, non pas seulement pour pallier l'absence d'un homme politique qui n'a pas le don d'ubiquité et ne peut pas être toujours et partout en même temps. C'est aussi pour une autre raison, comme il le concède dans les lois. C'est pour pallier les limites du politique lui-même. Les lois, en effet, n'écartent pas un certain doute quant à la capacité de faire triompher l'intérêt général sur l'intérêt particulier. De ce doute, le philosophe roi de la République semblait préservé. Pourquoi ? Parce qu'il était issu d'une sélection rigoureuse, qui en avait éprouvé la solidité éthique, et qu'il pouvait s'appuyer aussi sur des dispositifs communautaires extrêmement autoritaires, mais qui étaient destinés à éradiquer l'intérêt privé. Et il n'y a plus ces dispositions dans les lois. D'où peut-être le constat plus pessimiste de Platon. Aucun homme ne naît avec une aptitude naturelle à savoir ce qui est profitable pour la vie humaine en cité, et même s'il le savait, à pouvoir toujours faire et souhaiter le meilleur. À supposer que d'aventure quelqu'un ait acquis par l'intermédiaire de la technique politique une connaissance suffisante de ce principe naturel, c'est-à-dire la supériorité de l'intérêt général sur l'intérêt particulier, et qu'après cela il dirige la cité en maître irresponsable et qui ne rende de compte qu'à lui-même, il ne saurait jamais rester fidèle à cette connaissance et continuer tout au long de sa vie à donner la première place à l'intérêt général en subordonnant l'intérêt particulier à l'intérêt général. Au contraire, sa nature mortelle le poussera toujours du côté de la convoitise et de l'égoïsme. Et là, j'ai mis le grec convoitise, vous reconnaissez la pléonexia, et égoïsme, idiopragia. C'est un terme intéressant parce que c'est un petit peu un autre opposé de l'oikeopragia, de la justice de la République. La justice, c'était faire ce qui nous est propre, mais là, l'idiopragia, l'égoïsme, c'est faire ce qui est privé. C'est pas propre au sens où ça correspondrait à notre nature, mais c'est rechercher notre intérêt privé particulier, ce qui nous éloigne justement de l'intérêt général, de l'intérêt commun. Donc c'est... voilà, c'est intéressant par rapport à la République. Platon, dans les lois, donc, paraît moins assuré de la capacité d'un homme, si exceptionnellement doué soit-il, à faire taire son intérêt particulier pour prioriser l'intérêt général, ce qui est pourtant le principe cardinal de la science politique. Tout en réaffirmant la supériorité de l'intelligence vivante et les limites constitutives de la loi, qu'il avait déjà pointées dans le politique, par la voix de l'Athénien, Platon en appelle dans les lois, son dernier ouvrage, au règne de la loi, qui permettra de garantir le règne de la raison. Car ni loi ni ordonnance n'est plus forte que le savoir véritable, mais il n'est pas permis non plus de soumettre l'intellect à quoi que ce soit. Mais c'est un fait que la chose ne se réalise nulle part et d'aucune façon, sinon dans une mesure restreinte. Voilà bien pourquoi il faut choisir le second parti, celui de l'ordonnance et celui de la loi, qui ne voient et ne considèrent que la plupart des choses, mais qui sont impuissantes à saisir leur totalité. Alors je voudrais dire ensuite un mot de la législation et de ses fonctions chez Platon. La législation a une fonction cruciale pour Platon, qu'il conçoit comme l'instrument de formation de l'âme, moyen d'éducation à la vertu. Cette conviction est exprimée dès le Gorgias à travers une analogie entre les arts du corps, art de former, la gymnastique, art de soigner, la médecine, et cet art de l'âme qu'est la politique, qui va se diviser en législation et justice, qui sont donc deux arts respectivement formateurs et curatifs, en vertu de l'analogie avec les arts du corps.
La justice, dans cette analogie, est à entendre non pas comme la vertu, mais comme l'institution judiciaire, celle qui va châtier les crimes et délits. Et la législation, c'est l'art formateur. L'art qui s'occupe de l'âme, je l'appelle politique. Pour l'art qui s'occupe du corps, je ne suis pas à même comme cela de lui trouver un nom, mais j'affirme que tout l'entretien du corps forme une seule réalité composée de deux parties, la gymnastique et la médecine. Or, dans le domaine de la politique, l'institution des lois correspond à la gymnastique et la justice à la médecine. Ah, pardon, excusez-moi. Le rôle de la législation est donc de former les âmes pour les amener à la vertu. Et Platon conçoit la fonction de l'éducation et celle de la législation sans solution de continuité. Hein, c'est ce qu'illustre l'extrait suivant là, que j'avais mis, hein, où on voit qu'à la législation, comme ensemble de règles écrites, s'articulent les dimensions supplémentaires de l'éloge et du blâme qui relèvent de l'éducation morale. Ce passage m'intéressait aussi. Donc, il faut que le législateur qui légifère véritablement ne se borne pas à rédiger des lois par écrit, mais en plus de ces lois, il mette par écrit, entrelacé avec elles, tout ce qui lui paraît être beau ou ne pas l'être, et que ses avis, sous la forme de l'éloge et du blâme, lient le citoyen éminent aussi strictement que les peines dont se servent les lois pour donner force à leurs prescriptions. Donc la législation, non seulement le code des lois, mais aussi les éloges et le blâme du discours du législateur, ont une fonction incitative, et la loi n'a pas qu'une fonction punitive. C'est néanmoins un aspect que Platon va prendre en charge, à savoir dans le code pénal qu'il édifie au livre 9 des lois. La réflexion platonicienne sur le code pénal repose sur la distinction entre deux aspects dans l'acte jugé, le dommage et l'injustice. Ces deux aspects vont appeler deux types de réponses. Le dommage appelle réparation, dont une des fonctions est de restaurer l'harmonie sociale rompue par l'acte délictuel. L'injustice appelle une autre forme de réponse, la guérison. En effet, l'injustice est considérée par Platon comme une maladie de l'âme, en vertu de cette analogie entre justice et santé qui parcourt son œuvre. L'injustice est un mal que la philosophie platonicienne considère comme involontaire. C'est le paradoxe socratique du nul n'est méchant volontairement, auquel Platon reste fidèle jusqu'au bout. Mais ça pose un problème quand il s'agit au niveau du droit pénal, parce que si l'injustice est involontaire, comment faire pour punir ? Ce que Platon va montrer, justement, en distinguant dommage et injustice, c'est qu'on va réparer le dommage, et qu'on va pouvoir distinguer dans le dommage celui qui est volontaire ou involontaire, et que la réponse pénale va être fonction du caractère volontaire ou involontaire du dommage, mais que pour l'injustice, il ne faut pas chercher à la punir pour faire souffrir celui qui est affligé en fait d'un mal involontaire, d'une maladie. Cette maladie appelle une guérison, et cette guérison appelle un traitement, des remèdes, et les peines représentent ces remèdes. Et donc je vous ai mis un passage du livre 9. Ce qu'il y a lieu pour le législateur de considérer, c'est si le service rendu ou le dommage causé par celui-ci à celui-là comportait chez leur auteur la justice dans l'intention ou la façon de le faire. En fait, il doit considérer les deux choses suivantes, l'injustice et le dommage. Le dommage causé, il doit le compenser autant que possible par les lois, en permettant la restauration de ce qui a été perdu, en faisant relever ce qui aura été jeté à bas, en remédiant même à la mort et aux blessures. Et la compensation ayant apporté l'apaisement entre les auteurs et les victimes de chacun de ces torts, il doit toujours s'efforcer de les ramener par des lois, du dissentiment à l'amitié. Quant au dommage injuste et aussi au profit injuste, dans le cas où c'est en commettant un acte injuste qu'on aura obtenu pour quelqu'un un profit, ce qui de tout cela peut être guéri, il faut le guérir en considérant que l'âme a été infectée par ces maladies. La loi amènera le coupable, par l'enseignement ou par la contrainte, soit à ne plus jamais oser la commettre dans l'avenir, soit à la commettre de son plein gré beaucoup moins souvent, cela s'ajoutant au dédommagement du tort causé. Les peines délivrées par le juge ne sont pas conçues comme des punitions, mais comme des moyens de guérir l'âme par leur fonction dissuasive ou incitative, essentiellement à destination du criminel, mais aussi, en particulier quand ce dernier est incurable, à destination du reste du corps social, qui doit être dissuadé de faire la même chose. Ce très rapide survol du droit platonicien montre comment il était essentiellement ordonné à la fonction éducative de la législation, à savoir conduire ou ramener le citoyen à cet état de santé de l'âme qu'est la vertu.
Cette analogie médicale met en parallèle l'action du politique et celle du médecin, attendu que politique et médecine sont deux arts du soin visant le bien de leur objet. Et c'est cette analogie médicale qui justifie aussi certains des dispositifs les plus controversés de la politique platonicienne. Par exemple, l'utilisation du mensonge. Donc, je terminerai juste sur ce point, là aussi survolé trop rapidement, mais donc qui nous fait revenir à la République. Je voulais dire un mot de l'usage politique du mensonge comme pharmacone, comme remède. Il y a quelque chose de très paradoxal dans cette promotion du mensonge politique, puisque Platon a défini dans la République le philosophe comme amoureux de la vérité. Donc c'est inscrit dans sa nature d'aimer la vérité. Mais lorsque le philosophe doit endosser la charge de la politique, il va avoir recours à des moyens qui vont faire violence à cet amour de la vérité et des moyens qui font bondir ou frémir le lecteur moderne. Et parmi ces moyens, il y a l'usage politique du mensonge justifié comme un remède, un pharmacone, ici traduit par le traducteur par le terme de drogue. Si réellement le mensonge n'est d'aucune utilité pour les dieux et qu'il est par contre utile aux hommes à la matière d'une espèce de drogue, il est évident que le recours à cette drogue doit être confié aux médecins et que les profanes ne doivent pas y toucher. Personne n'a droit de mentir, sauf l'homme politique. C'est évident, dit-il. C'est donc à ceux qui gouvernent la cité, si vraiment on doit l'accorder à certains, que revient la possibilité de mentir, que ce soit à l'égard des ennemis ou à l'égard des citoyens, quand il s'agit de l'intérêt de la cité. Pour tous les autres, il est hors de question qu'ils y recourent. Le Socrate de la République fait appel à ce remède qu'est le mensonge, ou à cette drogue qu'est le mensonge, à au moins 2 reprises. Lorsqu'il s'agit de faire accepter l'organisation de la cité juste en 3 classes, répartis selon les aptitudes naturelles. C'est le célèbre noble mensonge de la fin du livre 3, qui veut faire croire aux habitants de la cité qu'ils sont tous frères, nés de la terre, et issus de différentes races, nommées d'après les métaux plus ou moins nobles qui les constituent, race d'or, d'argent ou de bronze. C'est également le trucage des unions sexuelles au livre 5, destiné à favoriser la formation chez les gardiens de couples de la meilleure qualité possible, afin d'obtenir les meilleurs enfants possibles pour la cité. L'intérêt de la cité est cette fin supérieure, poursuivie par le gouvernant, qui légitime l'emploi de ces moyens, ce moyen qu'est le mensonge, qui fait entorse à l'exigence de vérité, qui anime pourtant le philosophe et qui avait animé sa quête d'une valeur objective pour la justice. Je vous remercie, j'ai été un peu longue, je suis désolée. Merci beaucoup de cet exposé. C'était un tour de force d'arriver à faire le tour de la philosophie politique et de la philosophie de Platon en 1 heure. Et quand même, vous y êtes arrivé, ça n'est pas du tout facile parce qu'il faut passer de la République aux politiques et aux lois. Il y a beaucoup de choses qui ont été abordées, qui peuvent intéresser les juristes. Mais pour servir d'interface, moi je vais me contenter de lancer le débat. Je n'ai pas l'intention de parler, je vais essayer de parler le moins possible. Mais je sais que si je me contente de remercier l'intervenant et je ne dis rien, ça tombe comme une chape de plomb. Donc je vais essayer de lancer quelques observations assez rapides, mais on peut très bien s'orienter dans d'autres voies que celles de mes observations. Je veux juste évoquer certains points auxquels j'ai songé en écoutant Mme Lurgier parler. Alors il faut savoir, Mme Lurgier, évidemment, bon, elle a traversé le Luxembourg pour venir, elle ne sait pas comment ça se passe à Paris 2. Donc à Paris 2, c'est le conflit des facultés à la manière de Kant, mais c'est le conflit des facultés à l'intérieur de la même faculté. C'est-à-dire que, peut-être vous avez ça aussi, vous avez les spécialistes de la philosophie ancienne, les spécialistes de la philosophie moderne. Chez nous, on a les publicistes, les historiens et les privatistes. Donc, pour Platon, les différents départements, historiens du droit, privatistes et publicistes, ne vont pas ressentir Platon de la même manière. Les historiens du droit, lorsqu'ils vont parler de Platon, il y a quelques cours ici, il y a un cours d'histoire des idées politiques dans cette maison, que faisait notre collègue Gourgue, je ne sais pas qui le fait maintenant. J'ai écouté une fois, non pas parce que j'écoutais aux portes, mais parce que j'attendais pour mon cours de philosophie du droit, il parlait avant, et j'ai vu qu'il plaçait l'exposé de la pensée de Platon dans un contexte historique, d'histoire des idées politiques en général, dans l'environnement politique de l'Athènes du 5e siècle. Hein. Donc délibérément, il n'approfondissait pas trop la pensée de Platon, mais il le plaçait dans un contexte historique au sens d'histoire, science distincte de la philosophie. Après, on a les privatistes et les publicistes. Donc, les publicistes nous qualifient bien. Moi, je suis privatiste, enfin, j'ai une double formation, mais j'appartiens au département de droit privé. Donc, les publicistes nous qualifient avec une fausse bienveillance de techniciens, n'est-ce pas? Nous sommes les techniciens, et eux, ce sont ceux qui réfléchissent sur les fondements du droit. Donc, Platon, ça peut intéresser les publicistes au sens où la politique est au centre
des préoccupations de Platon. Je crois que c'est Auguste Diès qui a dit que Platon est venu à la philosophie par et pour la politique, ou Alexandre Coiré qui disait que la philosophie et la politique, c'est un seul et même problème chez Platon. Et donc, les publicistes, ça les intéresse parce qu'ils proposent une forme de gouvernement, une cité idéale, etc. Donc, ils peuvent réfléchir sur la question de la démocratie, sur la question de l'élitisme platonicien, sur la question de savoir si c'est le premier technocrate ou si ça n'est pas du tout un technocrate, enfin des questions comme ça. Alors, en revanche, les privatistes, ils sont un peu embêtés avec Platon parce que, comme ce sont des techniciens, ils font de la technique juridique. Au bout d'un moment, ils ont quand même des angoisses métaphysiques. À un moment donné, au bout de quelques années, ils aimeraient réfléchir à autre chose que de la technique juridique. C'est pourquoi ils s'inscrivent au cours de philosophie du droit. Ils sont d'ailleurs très nombreux à le faire, il faut le dire. Donc, ils ressentent un manque. Et ils espèrent trouver une réponse dans les œuvres philosophiques. Et alors, on leur dit dans cette maison, c'est Aristote qu'il faut regarder, parce que dans Aristote, il y a plein de recettes de cuisine qu'on peut utiliser en droit, l'éthique à Nicomaque, la justice dispositive, la justice corrective, tous ces trucs-là, l'équité. Tandis que Platon, on leur dit, écoutez, la République, c'est quand même un chef-d'œuvre, il faudrait le lire. Évidemment, ça prend entre 6 mois et 1 an, il faut trouver le temps de le lire, mais c'est vrai. Bon. Mais ça vaut le coup de le lire parce que c'est quand même le grand philosophe avec Socrate, devant tous les autres philosophes. Seulement, quand ils vont dans la République, ils s'aperçoivent que les 4 premiers livres sont consacrés à la définition de la justice. Ensuite, le reste, c'est soit comment mettre en place la justice, c'est les fameuses trois vagues dont vous avez parlé, et puis revenir sur les acquis, enfin dans le dernier livre, revenir sur les acquis des livres précédents. Donc il y a quand même 4 livres pour définir la justice. Mais quand on arrive au 4e livre et qu'on découvre la définition de la justice de Platon, pour un privatiste, ça n'évoque rien. Parce qu'il faut que chacun acquitte sa tâche dans la cité. C'est ça, chacun doit satisfaire sa fonction propre dans la cité. Pour un juriste privatiste qui s'occupe donc des litiges entre particuliers, des problèmes entre particuliers, il ne comprend pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire, il me semble que chez Platon, il n'y a pas de philosophie du droit distincte de la philosophie politique, en fait. En tout cas, pas dans la République. Après, dans le politique, c'est un autre problème, parce que dans le politique, il y a des réflexions sur l'art de légiférer, sur le problème de l'uniformité de la loi, etc. Si on laisse de côté le politique, vous êtes venu au politique après pour essayer de faire comprendre aux juristes que quand même, il y a des enseignements juridiques à tirer de l'œuvre de Platon. Mais dans la République, la justice, ça consiste à attribuer, à ce que chacun accomplisse sa fonction propre dans la cité. La justice dans l'individu, la justice dans la cité, c'est la même chose, c'est le fameux motif psychopolitique de la République. Tout ça, ça déconcerte complètement un privatiste. Alors, dans le livre 4 de la République, il y a quand même, après que Socrate a défini la justice comme le fait que chacun accomplisse sa fonction propre dans la cité, et que dans chaque individu, chacune des puissances de l'âme, des facultés de l'âme, je ne sais pas, des parties de l'âme accomplissent sa fonction propre, et que donc la partie calculatrice doit dominer la partie désirante en s'alliant au thumos, je ne sais jamais comment traduire, la partie ardente. Pour un juriste, c'est complètement abstrait. Alors, à un moment donné, dans l'avocat de la République, je ne sais pas si Socrate a pressenti qu'il allait rencontrer des difficultés à Assas, mais il dit, mais attention, cette définition de la justice que nous venons de mettre à jour, elle n'est pas si éloignée de la définition habituelle de la justice. La définition habituelle de la justice, celle qui est un lieu commun duquel les juristes se gargarisent toujours, vous savez, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. C'est la définition dont la République part dans le livre 1. Dans le livre 1, on part de cette définition habituelle de la justice, restituer à chacun ce qui lui est dû, comme dit la traduction de Paché, ou rendre à chacun ce qui lui est dû. Hein. Ça évoque quelque chose pour le juriste, effectivement. Si on cause un dommage à autrui par sa faute, il faut compenser, il faut indemniser. Si on emprunte un objet, il faut le restituer. Ça parle à un juriste de droit privé. Mais que chacun accomplisse sa tâche qui lui revient dans la cité, ça ne parle pas du tout à un juriste de droit privé. Donc Platon essaye de raccrocher un peu les branches, de raccrocher un peu aux branches en disant « Oui, mais c'est pas si éloigné de la définition habituelle de la justice, parce que quand un tribunal doit statuer sur un litige entre 2 personnes, qu'est-ce qui sert à déterminer? Qu'est-ce qu'il doit déterminer? Ce qui revient à chacun d'entre eux. Sauf que ce n'est pas la même chose, parce que ce que le tribunal détermine dans un litige de droit privé, c'est ce qui revient pécuniairement, du point de vue des biens, à chacun d'entre eux. Mais pas le fait qu'une personne doit accomplir ses tâches propres dans la cité, ou que l'âme doit faire en sorte que dans l'âme, on doit faire en sorte que les différentes parties de l'âme restent à leurs différentes places. C'est-à-dire qu'il essaye de raccrocher ça artificiellement à une définition de la justice qui peuvent parler à des juristes, peut-être qu'ils pensaient aux juristes d'Athènes, mais pour les juristes, pour les juristes de droit privé, ça reste artificiel.
Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que Platon n'est pas aimé des juristes privatistes, parce que, je dis peut-être une bêtise, mais en tout cas, si on s'en tient à la République, il n'y a pas de philosophie du droit de Platon qui soit distincte de sa philosophie politique. Sa philosophie politique et sa philosophie morale absorbent sa philosophie du droit. On ne peut pas parler de la philosophie du droit de Platon comme on parle de la philosophie du droit d'Aristote, à la rigueur, ou comme on parle de la philosophie du droit de Kant, qui a isolé la philosophie du droit comme une problématique spécifique au sein de la philosophie. Mais chez Platon, il n'y a pas de problématique spécifique du droit, j'ai l'impression. Le droit est complètement absorbé par la politique. C'est par la politique pour ça. C'est pour ça que les juristes de droit privé, ils ont tendance à être un peu réticents à analyser Platon parce qu'ils ne trouvent pas des réponses, en tout cas dans la République, à leurs préoccupations de juristes techniciens de droit privé. En revanche, dans le politique, comme vous y avez insisté, vous l'avez souligné dans la deuxième partie de votre exposé, il y a quelques réponses sur la question de l'insuffisance de l'art de légiférer, sur la rigidité et l'universalité de la loi qui sont insuffisantes. Et donc la réponse de Platon, c'est que comme la loi, par sa rigidité et son universalité, ne peut pas saisir tous les cas particuliers, il faut que le politique, celui qui détient la science politique, l'art de la mesure, se substitue à la loi, supplée la loi. Alors certains juristes de droit privé disent, ben là il y a un embryon de ce que nous tirions dans un régime de séparation de pouvoir d'un rôle dévolu au juge. Mais Platon ne dit pas ça, hein, il ne dit pas que c'est le juge, hein, parce que le juge c'est un auxiliaire de la loi pour Platon essentiellement. C'est le politique qui doit intervenir. Donc là il y a quand même un enseignement juridique que les privatistes peuvent tirer, c'est du politique, cette histoire de universalité et donc rigidité excessive de la loi qu'il faut compenser par un art de la juste mesure dans chaque cas individuel, si ce n'est que Platon attribue ça au politique, puisque le politique, c'est sa science qui lui tient lieu de loi, hein, donc il peut s'affranchir des prescriptions légales, et que donc Platon ne dévolue pas cette tâche de justice supérieure, comme dirait Aristote, l'équité, une justice supérieure, il ne la dévolue pas à un juge, il la dévolue au politique. Il faut rappeler qu'à Athènes, on n'est pas dans un régime de séparation des pouvoirs non plus. Hein. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est un peu décousu, je m'en excuse. Et si vous pensez que ce que j'ai dit est inintéressant, vous pouvez très bien vous lancer dans d'autres observations. Le tout, c'est de discuter. Il y a eu plein d'aperçus dans cette conférence. On a commencé par parler des sophistes, hein, des fameux Thrasymachs et Calliclès. Ensuite, on est passé à la question de la République, puis à celle du politique, puis à celle des lois. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur cet exposé et beaucoup d'interventions. Donc lâchez-vous, dites ce que vous avez envie de dire sur le mensonge en politique, sur le fait que Platon, finalement, il considère que les gens ne sont pas capables de voir ce qui est bien pour eux-mêmes et qu'il faut qu'il y ait des gens qui décident à leur place. Hein. Le fondement de la politique de Platon, c'est ça. Les gens ne sont pas capables de déterminer par eux-mêmes ce qui est bon pour eux, il faut que des gens le décident à leur place. D'où l'apologie du mensonge en politique, d'où le fameux mythe des trois races d'Hésiode, etc. Donc vous pouvez partir dans cette direction, vous pouvez partir dans cette direction, l'autre direction de la confusion de la morale et du droit chez Platon, ou de la confusion du droit et de la morale et de la politique chez Platon. Vous pouvez partir sur la question de l'art technique du juriste qui consiste à remédier à la rigidité et à l'université de la loi. Vous avez plusieurs directions dans lesquelles partir. Et la démocratie dans tout ça? La démocratie, c'est mal. C'est mal parce que la démocratie, Platon est un adversaire constant de la démocratie, parce que en fait, la démocratie, c'est la négation du principe de la compétence politique, puisque c'est l'objection qu'il fait de manière récurrente au principe démocratique. Dans l'Assemblée démocratique, tout un chacun a le droit de prendre la parole. Et il dit, dans une assemblée démocratique, quand on doit décider prendre des décisions sur des questions techniques, par exemple la construction d'un mur, la construction d'un navire, on va faire appel à un spécialiste et on va écouter son avis, mais quand on va parler de questions de politique, quelle loi il faut faire, est-ce qu'il faut faire la guerre, là, tout un chacun, sans considération de la compétence, peut prendre la parole. Donc ça, c'est la démocratie, c'est la négation de ce principe. Donc, il n'y a pas moyen de sauver la démocratie, parce que le principe fondamental de la politique platonicienne, c'est que la politique doit reposer sur un savoir. Et c'est un savoir, ça exige, effectivement, c'est une compétence particulière qui exige une éducation particulière. Il dira aussi dans La République que la masse ne pourra jamais être philosophe. Donc,
Est-ce un savoir acquis ou naturel? Alors, c'est un savoir acquis, mais il y a des prédispositions naturelles. Voilà, il faut être doué, hein. Il y a des prédispositions naturelles, mais c'est le fruit d'une longue éducation. D'abord une éducation de la partie de l'âme irrationnelle, donc de toutes les qualités du caractère. Et puis après une sélection importante, où on va vérifier la solidité éthique de ces jeunes gens, en voyant comment ils résistent à l'épreuve du plaisir, à l'épreuve de la peine, etc. On va les engager dans une éducation intellectuelle qui est très longue, et ils font quand même au moins 10 ans de mathématiques, donc, et puis après ils font de la dialectique. Donc voilà, il y a, c'est l'éducation essentiellement qui va nous donner la compétence. Bon, là c'est dans la perspective de la République, où la compétence politique est fondue dans la philosophie. C'est la question de savoir voilà, comment s'acquiert la compétence politique dans le politique ou dans les lois, est je pense un petit peu différente, mais donc essentiellement c'est une question d'éducation. Après, en particulier dans la République, il y a des prédispositions naturelles. Donc, il est très en confrontation, en contradiction avec les institutions de son temps, qui sont des institutions démocratiques, au sens, notamment à Athènes. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, il a beaucoup de choses à reprocher à la démocratie. D'abord d'avoir tué son maître, d'avoir condamné à mort son maître Socrate. Mais effectivement, on pense aussi que, sans doute pour des raisons, on va dire, de background familial, il n'était pas forcément non plus très disposé favorablement vis-à-vis des démocrates, puisqu'il faisait partie de l'autre parti. Il venait d'une famille noble, donc certains de membres de sa famille faisaient partie du parti des oligarques, on fait partie des 30 tyrans, etc. Critias Carmide, donc il y a tout cette origine familiale. Mais ce qui est intéressant, c'est que autant qu'on puisse se reconstituer à partir de la lettre 7, dont on n'est pas du tout sûr qu'elle soit authentique par ailleurs, mais bon, si jamais on la considère comme authentique, il est très critique vis-à-vis de la démocratie, mais il n'est pas plus favorable vis-à-vis de l'oligarchie. Il a été très déçu justement des exactions des 30, et donc il n'y a aucun des partis politiques existants et qui trouvent grâce à ses yeux. Mais c'est vrai qu'il est particulièrement sévère sur la démocratie. Il y a un portrait très, très savoureux de la démocratie dans le livre Vide de la République, comme le régime qui abolit toutes les distinctions aussi, où il y a plus de hiérarchie entre les gens. Il y a même les animaux qui bousculent les hommes, tellement il n'y a plus d'autorité. C'est l'anarchie, c'est l'abolition des différences. Et donc, voilà. Parce qu'effectivement, Platon n'a pas du tout une pensée de l'égalité. Enfin, il y a de l'égalité, mais de l'égalité géométrique, c'est-à-dire proportionnelle au mérite. Hein, mais l'égalité... Aristote est beaucoup plus proche de nous. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs... tout à fait. Et donc Aristote, notamment dans le livre 3 de la politique, va avoir un argument pour défendre un peu la sagesse de la multitude. Là. Bon, ça ne veut pas dire qu'il soit franchement démocrate non plus. Il a aussi des réserves, et la masse ne peut pas... Enfin, il y a des fonctions qui ne doivent pas revenir à la masse, hein, dans des fonctions politiques, mais il est quand même beaucoup plus ouvert à la démocratie que Platon. Et bon, je pense que ça tient à énormément de choses, mais ça tient aussi à sa conception du savoir et de ce qu'on peut savoir. C'est-à-dire que chez Aristote, il n'y a pas cette idée que le savoir doit porter sur l'intelligible, ça peut porter sur l'intelligible, mais il y a aussi un savoir du contingent dans l'éthique, dans la politique. Bon, là, je suis trop générale et très grossière, mais c'est...
normatif, ou à l'inverse, comme un idéal vers lequel il faut tendre en politique et en droit, parce que Platon fait la différence dans les lois et dans la République, il me semble, entre l'acte et la pensée. La pensée qui est toujours plus parfaite que l'acte. D'une certaine manière, la République, plus qu'un guide normatif, serait peut-être une manière de voir au-delà de l'opinion, de voir autre chose. Oui, alors c'est très difficile de répondre à cette question, parce que c'est en fait la question de savoir si est-ce que la cité qu'il construit est réalisable, est destinée à être est destinée à être réalisée. Et il y a des indications divergentes dans le texte, en fait. Et en particulier, ce qui est intéressant aussi dans le texte de la République, c'est qu'il ne va pas porter le même jugement sur les différents types de dispositions, sur les différentes vagues. En fait, la vague la plus... ou la question du caractère souhaitable de ce qu'il est souhaitable et réalisable de ce qu'il propose, la vague la plus difficile, c'est la deuxième, celle de la communauté des femmes et des enfants, où il se demande d'abord si c'est souhaitable avant de regarder si c'est réalisable. La communauté des hommes aussi. Oui, donc c'est difficile d'avoir une réponse ferme sur cette question. Quand même, si on regarde la succession République-Loi, la cité de la République, cette communauté, alors après, cette communauté parfaite, reste l'idéal politique dont on va devoir redescendre, parce que c'est une cité qui s'adresse à des dieux ou des enfants de Dieu, et que là, on doit faire avec les hommes. Et donc, c'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles les lois reviennent sur les dispositifs communautaires, reviennent sur le philosophe roi. Mais c'est quand même présenté comme ce qui permet de réaliser le but de la cité. Et le but de la cité, c'est l'unité. Donc, de ce point de vue-là, ça reste un modèle. Mais voilà. Jusqu'où ce modèle était pensé comme devant être réalisé, ça, c'est vraiment une question difficile, parce qu'il y a des indications divergentes. Je crois que certaines personnes, certains interprètes disent la République, en réalité, la cité idéale, c'est la cité intérieure du sage, en s'appuyant sur la fin du livre 7 ou du livre 8, je ne me souviens plus, où Socrate dit quelque chose comme il faut que le sage crée sa cité en lui-même, quelque chose comme ça, tandis que d'autres interprètes considèrent que c'est un projet, c'est vraiment un projet, c'est pas simplement une cité intérieure du sage, c'est vraiment un projet politique. Et tout de même, Platon le dit dans la 7e lettre, évidemment on ne sait pas si elle est authentique ou pas, qu'il raconte qu'il est allé, il raconte pourquoi il écrit cette lettre à la veille de son deuxième voyage en Sicile, je crois, ou au lendemain de son deuxième voyage en Sicile, et il dit, si je n'étais pas allé en Sicile, je serais passé à mes yeux comme un beau parleur, incapable de réaliser concrètement mes objectifs. Il s'est quand même déplacé 3 fois en Sicile, à la cour du tyran de Denis l'Ancien puis de Denis le Jeune. Il avait un fait pour la tyrannie quand même, parce qu'il dit dans les lois que la tyrannie, c'est quand même le régime le plus facile pour passer à la cité idéale, parce qu'on ne s'embarrasse plus du peuple, on décide à la place du peuple. Mais quand même, à cette époque-là, on ne prenait pas un billet sur Ryanair pour aller en Sicile. Donc il devait quand même tenir à son projet pour se déplacer 3 fois en Sicile, au péril de sa vie quand même, pour essayer de conseiller un tyran pour mettre en place son projet politique. Il pensait qu'à Athènes c'était mort, ça ne pouvait pas se passer, et il se déplace en Sicile, donc il y tenait quand même, je suppose. Oui, en tout cas, effectivement, à partir de la lettre 7, on a des raisons de penser qu'effectivement, c'était un philosophe engagé, comme on dit, qu'il a essayé de transformer le monde. Donc, effectivement, et par ailleurs, dans la République, très souvent, Socrate dit, pour que ça ne reste pas qu'un vœu pieux, enfin, c'est comme ça que c'est traduit par Pachet. Donc, mais voilà, c'est là où l'écriture de Platon est subtile, c'est que il y a toujours des choses qui vont
qui vont brouiller les pistes et qui empêchent d'avoir une réponse si facile à la question de la... Juste une petite précision, mademoiselle, les lois, ça n'est pas un traité de législation positive. Hein. Parce que dès le départ, les trois personnes qui discutent disent on va faire des lois pour une cité idéale qu'on va appeler la Magnésie. Donc il s'agit de faire des lois quand même, je connais moi nettement plus mal les lois que la République et le politique, mais je crois que dès le départ, il est bien convenu que c'est une législation idéale, qu'on ne crée pas une législation. On n'est pas en train de... Ils vont parler des lois de Sparte, ils vont parler des lois d'Athènes, mais dans la perspective de la création d'un système législatif pour une cité idéale, si j'ai bien compris. Il ne faudrait pas considérer que les lois, il n'y a pas forcément une contradiction entre les lois et la République. C'est-à-dire qu'il n'a pas décidé tout d'un coup de devenir positiviste, alors qu'il était idéaliste, je pense. Oui, mais effectivement, elle est idéale au sens où elle n'est pas réalisée. Il y a quand même le projet de la fondation. Il s'agit de coloniser et de la fonder. Donc il y a aussi ce problème aussi pour Platon de comment on va instituer ça, comment on va faire advenir. Alors dans la République, il a cette proposition extrêmement radicale. On va prendre des jeunes enfants et on va les transporter. Dans les lois, il a moins radical, mais il reste à savoir comment justement on va réussir à faire cette cité à partir de nature qu'on n'a pas encore pu éduquer, parce que en fait on peut réussir à construire ces cités si on arrive à éduquer l'homme. Mais voilà, le problème c'est qu'il faut arriver à commencer. Donc effectivement, soit comme dans la République, on prend des jeunes enfants qu'on élève séparément, soit on essaye de faire avec ces colons de Magnésie. Mais il y a le problème du commencement, effectivement. Merci beaucoup pour votre communication. Je souscris à ce que disait Éric sur une capacité de synthèse sur des enjeux majeurs. Si on se rapproche un tout petit peu du temps présent, mais en restant dans le passé, je ne sais pas dans quelle mesure, et peut-être pas du tout, Platon a pu inspirer le grand Richelieu, mais il y a une phrase parmi d'autres, une des phrases célèbres de Richelieu, c'est « La politique, c'est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire au bien du royaume ». Certainement, le mensonge pouvait faire partie de ces moyens-là. Est-ce que on peut voir un continuum de pensée politique de Platon à Richelieu à cet égard? Alors, je connais pas du tout la pensée de Richelieu, donc je ne sais pas. En tout cas, là, sur ce point, ce qui est certain, c'est que c'est l'idée d'une priorité de l'intérêt, alors de la cité chez Platon, du royaume, voilà. Et puis l'idée que ce qu'on entend aussi un petit peu là-dedans, c'est la fin justifie les moyens. Et chez Platon, oui, la fin, donc c'est l'intérêt de la cité justifie, y compris le moyen du mensonge. Donc de ce point de vue-là, oui, je pense, de la même manière que l'homme politique disposant de la science politique a le droit de s'affranchir de la loi. C'est ce que disent aussi bien le politique que les lois. Mais quand il n'est pas là, et la question c'est peut-il être là, question qui est soulevée par les lois. La loi reste le meilleur moyen, donc de garantir l'intérêt de la cité. Mais oui, de ce point, je suis d'accord. Je pense qu'on pourrait voir une continuité.
Alors, dans la République, Platon a une définition de la justice, mais qui est tout à fait indépendante de la question de la loi, et qui est très éloignée du sens commun. Donc, non seulement il s'agissait enfin, ça fait violence aux juristes, mais ça fait violence au sens commun. C'est-à-dire qu'effectivement, pour le sens commun, et qui est rappelé comme vous l'avez bien rappelé dans le livre 1 de la République, la justice, c'est une disposition relationnelle, c'est une disposition qui a rapport à autrui. Et d'ailleurs, Aristote reviendra à ce sens commun aussi, contre Platon. Et Platon va totalement faire passer ça au second plan. Alors, effectivement, après, il va essayer de le récupérer, de montrer que sa définition de la justice est compatible avec les représentations courantes de la justice, comme effectivement rendre à chacun son dû, restituer la propriété, etc. Mais donc la définition qu'il donne, c'est accomplir pour chaque classe dans la cité ou pour chaque partie de l'âme dans l'âme sa fonction propre. Donc la justice, c'est essentiellement un ordre de la cité ou un ordre de l'âme dans lequel chacune des parties accomplit sa fonction. Donc c'est intéressant parce que quand même ça dit des choses importantes sur la justice dans la cité, à savoir que la justice dans la cité, c'est une vertu du tout, une vertu qui permet d'unifier une multiplicité, une totalité, hein, mais effectivement l'inconvénient, c'est qu'on a totalement perdu, enfin on a pas tout à fait totalement, mais enfin on a perdu le rapport avec autrui et avec les représentations communes de la justice. Je dirais que ce mouvement-là, il est particulièrement radical pour la justice, mais il est déjà visible lorsque Platon définit les autres vertus. La manière dont il définit le courage et surtout la manière dont il définit la modération montre que voilà, il ne cherche pas à rester en accord avec le sens commun. Il construit sa définition. Alors à mon avis, la manière dont il l'a construit dans la République obéit aussi à l'agenda que constitue la réponse à Thrasymach. Hein. Thrasymach disait que la justice était un bien allotrion, un bien étranger. Platon va montrer que la justice est un bien propre parce qu'on y accomplit sa fonction propre. L'individu alors le propre n'a plus le même sens, c'est pas le propre des possessions, c'est le propre de la nature, mais donc effectivement il est totalement affranchi du sens commun et il est totalement affranchi de la question de la loi. La loi, c'est pas l'essence de la justice. La loi, c'est un instrument de la justice. Et donc la loi, elle n'aura de valeur qu'ordonnée à la valeur de la justice, qu'ordonnée à la justice qu'instituera l'homme politique. Donc la loi, c'est vraiment un artefact et un instrument. Alors, c'est un instrument qui est particulièrement important pour le politique, et donc la réflexion sur la valeur de la loi va prendre de l'importance dans le politique et dans les lois, hein, mais ça reste quand même un instrument. Et on a bien vu dans les deux passages que tout en soulignant la nécessité de la loi, ça reste secondaire par rapport à l'intelligence vivante du politique. Hein. Donc c'est un instrument de la justice, mais Platon ne définira jamais la justice par la loi. Et puis, bon, pareil, ensuite, il récupère des institutions, mais qui sont des sciences auxiliaires du politique. Par exemple, l'art judiciaire, l'art des juges, là, bon, qui ne sont pas des professionnels en Grèce, hein, par ailleurs. Les jurés, c'est pas des juges professionnels, mais bon, la compétence dicastique, de rendre la justice, c'est une science auxiliaire du politique dans le politique. Donc c'est pareil, c'est un instrument qui doit être ordonné à cette science supérieure qui repose, hein, sur la connaissance. Alors la connaissance du bien, la poursuite de l'intérêt de la cité. Et voilà, et le reste, ce sont des auxiliaires. Alors, c'est une bonne question. Dans la République,
oui, dans les lois, c'est un petit... ça peut être plus dissocié. Mais en tout cas, dans les lois, il y a ensuite ceux qui sont chargés d'appliquer les lois et de veiller à au respect de ces lois. Hein. Mais dans la République, effectivement, celui qui va faire les lois, c'est le gouvernant. Mais voilà, dans la République, il ne nous dit pas grand-chose sur les lois. Mais dans le politique, il n'y a pas une allusion, je crois qu'il y a une allusion au travail des légistes, en fait, qui mettent en forme dans la forme du politique, il me semble, je ne suis pas sûr. Il y a le travail des légistes qui est chargé de mettre les lois, enfin il y a des séances auxiliaires du politique. Hein. Et ça, je me demande s'il n'y a pas une allusion à l'art à la technique législative, c'est-à-dire que même le politique idéal ne doit pas se passer de loi, il n'est pas soumis aux lois. Mais il doit quand même utiliser les lois comme moyen de... Oui. Mais il n'est pas soumis aux lois, en fait. Il peut s'en affranchir en fonction des circonstances. Oui, je pense que c'est... c'est un petit peu ce qu'on voyait dans ce passage-là. Le législateur doit donner à son propos des ordres en matière de justice et de contrat. Donc ça, c'est le domaine, c'est ce qui est couvert par le droit. Hein. Et donc là, il va édicter effectivement des règles, des prescriptions législatives, qu'elles soient par écrit ou sous la forme de coutumes. Hein. Là aussi, la différence pour Platon n'est pas essentielle. Le fait que la loi soit écrite ou non n'est pas essentiel. Oui, en fait, je me demandais sur l'actualité justement le fait qu'on voit la loi comme un outil palliatif, parce que déjà on observe une multiplication des lois, de tout ça, et la volonté de vouloir répondre à chaque situation particulière. Et du coup, je me demandais donc, si c'était une vision de la loi qui était toujours actuelle, si à l'époque c'était déjà critiqué, ou justement quelle critique il pouvait y avoir de cette vision de la loi comme quelque chose de palliatif. Alors, c'est une bonne question. Je pense que c'est Platon qui critique, ou en tout cas qui relativise la loi comme quelque chose de palliatif, parce que finalement, je pense qu'il y avait deux positions sur la loi, on va dire. Il y avait une position qui dit que la loi, c'est ce qui donne l'ordre des cités, c'est ce qui fait leur cohésion, donc qui la valorise, et donc qui faisait de la justice comme obéissance aux lois une valeur essentielle de la vie en communauté. Et puis il y avait la position que j'ai essayé de retracer rapidement, on va dire des conventionnalistes critiques, qui dit que la loi, c'est effectivement ce qui dit la justice, mais en fait, c'est qu'une convention relative que les hommes peuvent changer, qui est issue d'un rapport de force, etc. Et donc qui n'a aucune valeur en soi, et même qui est accusée par certains d'entre eux de brimer la nature, donc de brimer la force des individus qui mériteraient justement de dominer et de ne pas se soumettre à la loi. Donc je ne sais pas si je sais pas si avant Platon il y a l'idée que la loi est palliative ou substitutive, et en tout cas effectivement la prolifération des lois et le fait qu'on peut ressentir ça actuellement comme un problème, on essaye de simplifier, peut-être vient de ce constat que fait Platon et que fera aussi Aristote, qui là le suivra vraiment le politique là-dessus, dans le chapitre
l'équité au livre 5 de l'Éthique à Nicomaque, à savoir que la loi est par essence générale et ne peut pas coller à la multiplicité des cas. Donc ou bien on en fait de nouvelles, hein, ou bien effectivement le mieux, c'est d'avoir pour Platon, c'est d'avoir cette intelligence vivante à nos côtés qui nous donne la prescription. Aristote, en un sens, dira quelque chose d'un petit peu similaire, puisque l'équité, le correctif de la généralité de la loi, c'est une opération de la phronésis, c'est-à-dire de la sagesse pratique, qui est aussi incarnée par un individu vertueux. Donc voilà. Après, c'est vrai que je j'ai peut-être pas une vue suffisamment exhaustive, hein, du champ de la réflexion antique sur la loi avant Platon. Mais voilà, moi ce que je vois surtout, parce que c'est ce à quoi je vois Platon réagir, ce sont les critiques conventionnalistes. Je ne sais pas si je vous ai répondu. Il y a un passage, pardon, allez-y. Non, c'est tout à fait autre chose. Oui, parce qu'on a toujours l'impression qu'on a affaire à quelqu'un qui est très bienveillant, on va dire. Donc, si une injustice est commise, c'est-à-dire une infraction, en fait, hein, si on traduit en termes d'aujourd'hui, si une infraction est commise, ce sont des remèdes, mais il prévoit bien des peines. Je crois dans le livre 9 des lois, il me semble. Alors, est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu les types de sanctions qu'il prévoit et qui ne sont pas bénignes? Tout à fait. Non, ce n'est, je dirais que ce n'est doux qu'en apparence. Alors, il y a un article très intéressant d'Anne Mercure là-dessus, qui s'appelle Corps et châtiment chez Platon, qu'on trouve dans un numéro des études platoniciennes en ligne. Et alors, elle a ce constat très intéressant que, effectivement, le but des châtiments platoniciens ne sont pas de faire souffrir le corps. Ça ne veut pas dire qu'on s'en dispense, mais c'est pas le but. Et elle fait remarquer aussi, il me semble, que Platon ne s'intéresse pas vraiment, même par exemple, s'il condamne à mort, il ne s'intéresse pas vraiment à la manière dont on va exécuter les condamnés. En tout cas, il n'est pas... il n'est pas très disert sur il n'est pas question de les supplicier avant ou des choses comme ça. Mais cela étant, ça reste très rude. Hein. Bon, mais ça reste très rude parce que en fait, c'est quand même calqué sur le droit pénal grec qui n'était pas spécialement doux. Donc, il y a donc la peine de mort pour il y a des peines d'emprisonnement. Ça, je crois qu'il me semble que c'est relativement original parce qu'il n'y en avait pas tant que ça. C'est par exemple les athées qui sont emprisonnés. Il y a des peines, il y a des coups. Alors ça, c'est la plupart. Les coups, c'est plutôt les esclaves qui sont fouettés, mais il y a des cas où les hommes libres peuvent recevoir des coups. Alors par exemple, quand quelqu'un a commis, il peut être laissé à la famille de la victime qui a le droit d'en faire un peu ce qu'elle veut. Il y a des postures humiliante le fait que le fait d'être exposé aux insultes publiques et d'être donc il y a des humiliations, il y a les amendes et est-ce que je beaucoup les purifications. Il parle beaucoup de purification. Oui, mais ça je pense que c'est plutôt c'est pas lié à la religiosité quand même des Grecs de l'époque. Oui, alors il y a ce rapport avec la souillure et effectivement, mais moi je pense que alors j'ai plus exactement. Il y a l'exil aussi. Et il y a l'exil aussi. Il y a l'exil et il y a des formes d'athymie partielle aussi, le fait de priver de certains honneurs, voilà. Je crois qu'il est assez, dans mon souvenir, il est assez. Voilà, c'est pareil. Il n'utilise pas tellement la timide totale. Donc, il y a quand même toute une palette. Mais l'idée, encore une fois, c'est qu'en faisant ça, il ne s'agit pas de se venger. Il ne s'agit pas de faire souffrir pour faire souffrir. En fait,
ces peines, elles sont conçues comme des remèdes. Alors, il faut avoir en tête que la médecine grecque, à l'époque, il n'y a pas d'anesthésie. Hein, donc, quand on va subir une opération chirurgicale, on souffre. Voilà. Le médecin, il coupe, il incise, il brûle, et tout ça voilà, encore une fois, sans anesthésie. Donc, il y a cette analogie avec la médecine qui explique que finalement, le châtiment est douloureux comme le remède est douloureux. Mais ça suffit pas totalement quand même à justifier ça, parce que c'est comme le fait remarquer d'ailleurs Anne Merker dans cet article, le remède est douloureux par accident. Le but c'est de soigner. Alors que là, la peine on peut pas dire qu'elle soit douloureuse par accident. Mais l'idée c'est quand même essentiellement qu'il s'agit, encore une fois, il s'agit pas d'infliger de la douleur physique pour le plaisir ou pour faire souffrir. Il s'agit de guérir, donc soit effectivement de dissuader et de dissuader le criminel, mais aussi ceux qui regardent. Hein. Donc on peut penser que notamment les peines humiliantes, c'est destiné aussi aux autres, aux concitoyens qui ne veulent pas se retrouver dans cette situation. Donc en fait, voilà, je dirais que ça n'est doux qu'en apparence, mais encore une fois parce qu'il reprend le droit grec qui est quand même assez rude, même si quand même il faut mettre au crédit de Platon, et d'ailleurs pas du seul Platon, parce que Protagoras dit déjà ça. Hein, une forme de pensée de la peine qui est quand même, encore une fois, qui est plutôt, humaniste, c'est peut-être un petit peu fort quand même, mais voilà. L'idée quand même, c'est qu'on, oui, mais on va quand même. L'idée est quand même qu'on ne va pas, il s'agit pas d'enfoncer le criminel, il s'agit, dans la mesure du possible, de on parlerait de réinsertion. Oui, de lui offrir la possibilité d'une réhabilitation. Mais effectivement, il y a des cas incurables. D'ailleurs, dans l'extrait que je vous avais mis, il dit, hein, donc quand on peut rien faire, il vaut mieux les condamner à mort. Mais voilà, c'est intéressant parce que, c'est une question intéressante. C'est une question intéressante. Et puis, quand il détaille les types de crimes, et qui justement, il fait quand même un effort pour distinguer les dommages volontaires et involontaires, et pour graduer la peine en fonction de ce facteur. Donc, et effectivement, je pense alors que la peine, évidemment la peine de prison n'existait pas à l'époque, Platon, lui, il imagine plusieurs types même d'établissements. Tout à fait. Il parle de sophronistaires. Oui, ça c'est pour les athées les plus récalcitrants, tout à fait. Oui, effectivement, il s'agit de... Ou alors de maisons, aujourd'hui intéressantes de détention, c'est ouvert vers quand même la réinsertion. Oui, et ça, ce sont les dispositifs en particulier pour les athées. Ce qui fait qu'il est très moderne aujourd'hui. On peut dire, si on prend la pensée platonicienne et la situation de la Grèce d'Athènes du XVe siècle, on se dit, mais finalement, c'est Platon qui est plus proche de nous, d'une certaine manière. Oui, c'est vrai, mais Parce qu'il dit, il préfère les juges professionnels, il préfère la procédure écrite. Il y a plusieurs. Il prévoit effectivement, on dirait, des prisons, alors qu'à son époque, ça n'existait pas. C'était pas une peine, en tout cas. Donc il y a toutes sortes d'éléments, peut-être, qui nous disent, certains commentateurs nous disent, mais finalement, on les trouve très... Il rejoint des préoccupations actuelles. Oui, mais alors, la prison, je sais pas si ça... Enfin, il faudrait que je relise le livre 10. Je sais pas si c'est, en gros, conçu comme quelque chose qui est censé être moins radical que la peine de mort. Il y a des cas où, bien entendu, effectivement, les athées, on va essayer de les... Voilà, on va leur laisser le temps de réfléchir, en quelque sorte, en prison. Et donc, on va essayer de les... Voilà, mais il y a aussi quand même des cas où...
il y a quand même des cas où on les expulse aux frontières de la cité. Voilà. Donc la prison, c'est aussi une manière de les retrancher du corps civique, quand même. Voilà. Mais non, mais effectivement, voilà, ça serait je pense que c'est intéressant de comparer cette législation avec l'état du droit pénal. Voilà. Mais disons que peut-être les juristes admettent, enfin je parle sous le contrôle de M. Morin, admettent, disons, que la procédure pratiquée à l'époque, évidemment, est une procédure de type accusatoire, on le sait, avec notamment illustré par le procès de Socrate, et que finalement, Platon propose plutôt ce qu'on a appelé, nous, les juristes, une procédure inquisitoire. Oui, c'est vrai que Platon propose une procédure inquisitoire, ça je pense qu'on peut le dire. C'est dans le Théétète, je crois d'ailleurs qu'il y a un passage où il explique qu'il faut que le juge prenne en main l'enquête et qu'il ne peut pas se contenter de ce que... Parce qu'à Athènes, je crois que la procédure reposait sur des témoignages, et plus on avait des témoignages, et plus ils émanaient de gens considérables, plus on était supposé emporter la conviction du juge. Et Platon, je crois, explique dans le Théétète qu'en réalité, on ne peut pas se fier aux témoignages, que la seule chose à laquelle le juge peut se fier, c'est ceux qu'il a véritablement connus. Donc pour ça, il faut développer des instruments d'investigation. On dirait aujourd'hui une procédure, effectivement, il faudrait un espèce de juge de la mise en état, quoi, comme on dirait aujourd'hui chez les juristes, quelqu'un qui mette en état l'affaire, qui recherche activement la vérité, et qui ne se contente pas des témoignages. Je crois que c'est dans le Théétète. Oui, mais effectivement, dans le Théétète, il dit ça, mais à ce moment-là, son argument essentiel, c'est de montrer que, en fait, la science ne peut pas être l'opinion vraie. Parce que justement, au tribunal, on ne peut que transmettre des opinions vraies, parce que justement, en gros, pour avoir la science, il faudrait avoir assisté au crime, parce que là, on aurait une connaissance directe. Et ce que pourra faire l'orateur, c'est de persuader d'une opinion qui peut être vraie si elle fait, mais ça ne sera jamais que de la persuasion. Ça ne sera pas une science, et c'est là, effectivement, il utilise la formule, dans le temps de la clepsydre, on ne pourra pas enseigner la vérité du fait, mais c'est même pas une question de temps, là, c'est effectivement, soit on est là, soit on n'est pas là. Alors, après, dans les lois, il y a quand même effectivement une réflexion sur la formation de ceux qui vont juger. Alors, je sais pas si ce sont des professionnels, mais enfin, l'idée, c'est qu'ils soient effectivement, qu'ils soient suffisamment formés pour on n'ait pas à faire un code trop détaillé, d'où le fait qu'on va se contenter d'une grande esquisse qui nous donne les catégories générales, et si on a des juges compétents, ils sauront adapter en gros la peine à la précision du cas, parce que la même réflexion que dans le politique, les cas particuliers sont infiniment variables, infiniment changeants. On ne va pas pouvoir édicter un code qui va couvrir tous les cas. Donc l'idéal, c'est d'avoir des jurés suffisamment formés pour être capables de prendre la bonne décision, mais on va quand même les aider avec cette grille générale, d'où le code pénal et les distinctions. Après, il est peut-être moderne dans ses idées de la procédure. Je ne suis pas pénaliste, je suis civiliste, donc j'avoue que... Je suis pénaliste, c'est pour ça que oui. Je suis assez concerné par ça. Alors, il est peut-être moderne dans sa façon d'appréhender la procédure. Je ne connais pas assez bien les lois pour répondre à cette question. En revanche, du point de vue des idées générales, moi j'ai quand même l'impression, malheureusement, je le déplore, mais j'ai quand même l'impression que depuis le 19e siècle, la sophistique a pris sa revanche. C'est-à-dire qu'en fait, Socrate a tué les sophistes. C'est lui qui a bu la ciguë, mais il a tué les sophistes. Et après, il y a eu une période d'éclipse. Les sophistes sont les gens qu'il ne faut pas fréquenter, en fait. C'est ça un peu dit dans la pensée. Mais depuis le 19e siècle, depuis Hegel et depuis Groth, il y a une réhabilitation de la sophistique. Et aujourd'hui, quand on lit les sophistes, on a l'impression d'une pensée très moderne. Et je ne suis pas sûr que les gens, quand ils disent Platon, ont l'impression d'une pensée très moderne. C'est-à-dire que ça leur parle plus les discours de Thrasymachus, peut-être pas de Calliclès, parce qu'il ne faut quand même pas exagérer, mais le discours
le discours de Trasimac dans La République ou l'idée d'un